Et évidemment, bonsoir à tous. Nous avons avec Dominique programmé cette série de 3 soirées. Je préfère appeler ça soirée conférence, c'est moins pompeux. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'on puisse échanger entre nous. On l'avait prévu, y compris avec les thèmes, dès le mois de juin dernier. Et puis, l'actualité a fait que ce thème est devenu encore plus prégnant, mais la date était prévue, le thème était prévu, on ne change rien. On le fait simplement. Je pense que l'actualité n'est pas pour rien dans le nombre que nous sommes ce soir, et c'est très bien comme ça. Alors, l'idée, et notamment pour ceux qui nous rejoignent cette fois-ci, encore une fois, ce n'est pas tellement que je raconte des histoires, bien sûr, je vais en raconter, c'est mon métier, mais surtout, c'est que ce soit l'occasion que nous échangions tous pour éviter de nous faire dominer par des réactions trop rapides sur des sujets évidemment délicats. Et le thème du soir, c'est évidemment France, Afrique du Nord. J'ai dit une histoire culturelle à revisiter, une histoire culturelle à expliquer, ou un sujet dont on devrait débattre. C'est peut-être ça finalement le vrai titre, c'est un sujet dont on devrait débattre. C'est un sujet qui nous concerne tous en fait, absolument tous. Je donnerai juste un exemple. Nous vivons dans la Ve République dont la Constitution est en grande partie basée sur ce qui s'est passé pendant la guerre en Algérie. Donc nos institutions sont directement issues de cette histoire-là. Donc personne ne peut s'estimer en dehors de cette histoire. C'est une histoire compliquée, une histoire douloureuse, oui, mais une histoire qui doit devenir un objet de dialogue entre nous tous. C'est évidemment ça qui nous importe essentiellement. Alors la première conférence, la première soirée que nous avons passée au mois d'octobre, c'était plutôt une proposition de lecture de la diversité culturelle. J'y reviendrai un petit peu plus tard, on en aura besoin, mais une proposition de lecture un peu méthodologique qui ne s'appliquait pas du tout à des régions du monde particuliers. C'était de dire simplement, arrêtons de regarder le monde à travers les nationalités, qui sont des inventions récentes, à travers les religions, qui sont des systèmes relativement rigides, à travers les couleurs de peau, des choses comme ça, et regardons-le à travers du niveau de droit à l'erreur dont les gens pensent disposer. Ce qui est en fait une façon de dire dans le rapport à la mort. Quand les gens sont près de la mort, ils ont un certain type d'attitude. Quand ils sont plus éloignés de la mort, ils ont un autre type d'attitude. Et nous avions passé la soirée à vous expliquer tout ça, à vous proposer cette lecture du monde. Alors quand je dis proposer cette lecture, ce soir c'est pareil. Je vais vous proposer une lecture. Je ne prétends absolument pas et jamais être détenteur de la moindre vérité. Simplement, toute situation peut être regardée de plusieurs façons différentes. Il n'y a aucune situation qu'on ne peut regarder que sous un angle. Et mon métier, depuis 35 ans maintenant quasiment, consiste à chaque fois à essayer de décaler les angles habituels. En disant, on a toujours l'habitude de regarder comme ça tel phénomène. Si on le regarde un peu de côté, qu'est-ce qui se passe? On fait un pas de côté et on voit des choses différentes. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, faire un peu des pas de côté, regarder les choses de façon un peu différente, pour essayer de comprendre ce qui est fondamentalement notre histoire à tous. Et je crois, de façon tout à fait importante, qu'il ne faut surtout pas, dans ce titre-là, croire qu'il s'agit d'une opposition. Ce n'est évidemment pas du tout une opposition. C'est l'idée de dire qu'à travers l'histoire commune qui nous unit, c'est en fait l'histoire des hommes. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire des hommes à travers ces exemples-là. Mais ce ne sont que des exemples. Et dans tous les travaux que je fais, je prends les pays, je prends les événements comme un exemple d'illustration dont fonctionne l'humanité. Voilà. Comment fonctionne l'humanité? C'est quand même ça la question fondamentale. Et cette humanité, finalement, elle oscille toujours entre deux extrêmes. Et aujourd'hui, je crois qu'il est absolument urgent de replonger dans l'histoire pour essayer de redonner du sens à notre vie, à nos vies et à la vie de nos enfants encore plus. J'avais, il y a quelque temps, avec M. le maire, une conversation très simple à propos des événements du début janvier. Et je lui avais dit, ça se résume en une question. Qu'est-ce que nous avons dit à nos enfants pour que la perspective de devenir égorgeur en Syrie donne du sens à leur vie? On a dit quoi à nos enfants? Et je pense que cette question, elle est absolument centrale. Comment regardons-nous notre histoire pour que
pour certains, ces hypothèses, y compris aller dans un journal et tuer tout le monde, donnent du sens à la vie. C'est quand même fou. On a dû oublier quelque chose, on a dû zapper. Donc il faut redonner du sens à notre vie. Et on va utiliser comme support l'histoire de la France et de l'Afrique du Nord. Mais c'est un support dont la finalité est de redonner du sens à nos vies. Le but, ce n'est pas d'étudier ces deux pays. Je ne suis pas historien, je vois que vient de rentrer une grande historienne dans la salle, donc s'il y a des questions d'histoire pure, je lui filerai évidemment le micro. Où elle est allée se cacher, je ne sais plus où elle est, mais elle est quelque part par là. Donc il y a évidemment parmi vous quantité de gens qui ont des connaissances très très précises, et c'est sûrement meilleures que les miennes sur plein de sujets. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire intégrale, d'abord j'en ai pas la compétence, j'en ai pas le temps, et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de prendre dans cette histoire commune qui lie la France et l'Afrique du Nord les éléments qui éclairent la situation présente. Et je ne prendrai que ces éléments-là. Donc évidemment, certains vont trouver que je suis un peu rapide sur tel ou tel aspect, que je saute complètement telle dynastie ou autre. Oui, oui, ça je vous rassure tout de suite, je vais sauter plein de dynasties. Je vais sauter plein de choses parce que je choisis celles qui me paraissent donner du sens à notre présent. Donc c'est très sélectif, c'est très partiel, par conséquent extrêmement discutable. J'espère bien parce que le but c'est qu'on en discute. Donc il faut que ce soit discutable. Hein. Je dis toujours, moi la langue de bois c'est le truc qui n'est pas discutable. Je suis pour la liberté. Très bien, vous connaissez quelqu'un qui est contre vous? Donc voilà, on est sur cette idée-là, tout simplement, hein, utiliser ce prétexte, revisiter cette histoire pour essayer de redonner du sens à notre vie, à nous tous. Et pourquoi redonner du sens? Parce que l'humanité, probablement, nous rappelle que nous sortons très progressivement de l'animalité. Très, 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 très progressivement, avec beaucoup de peine, et on y retombe régulièrement. Il faut le rappeler parce que, par exemple, nous sommes parmi les époques les moins violentes de l'histoire de l'humanité. Il faut quand même se rappeler d'où nous venons. Nous sommes parmi les époques les moins violentes de l'histoire de l'humanité. Nous sommes focalisés sur des drames épouvantables, mais en fait, il y en a toujours eu. Et globalement, nous sortons petit à petit, avec beaucoup d'hésitation, de l'animalité. Et on est sur cette idée maintenant fondamentale, la raison doit primer sur la pulsion. Finalement, notre humanité, c'est de décider que la raison doit primer sur la pulsion. Et il va falloir réintroduire cette notion-là partout, et on va essayer de voir, dans l'exemple que nous avons choisi aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de comprendre cette hésitation permanente entre les deux. Alors ça, c'est la pulsion. Et la pulsion, ça donne quoi? C'est la peur de l'autre. Ça, c'est la première pulsion. On ne peut plus animal, la peur de l'autre. Donc c'est le lion qui surveille jalousement toutes ses femelles et qui bouffe tout ce qui viendrait dans son secteur, dans son territoire. Et donc la notion de territoire réduit, d'individus comptés, repérés, en dehors duquel il n'y a que des ennemis. L'humanité sort de là. Et à l'époque où nous vivions sous forme de tribus, et des mêmes proto-tribus, c'était ça. Il y avait les siens, proches, et tous les autres étaient des ennemis contre lesquels il fallait se battre. Ça, c'est l'animalité, fondamentalement, la peur de l'autre, qui a une forme quelquefois particulière qui s'appelle le mépris de l'autre, mais ne nous trompons pas, c'est évidemment la même chose. Pour aller vers où? Pour aller vers la raison. Et la raison, petit à petit, quand on regarde, et je l'ai évoqué, je crois, lors de la première soirée, que finalement, nous sortons petit à petit de cette animalité par un mécanisme que l'on peut résumer, que je m'amuse, moi, à résumer de la façon suivante, c'est l'identification à un espace social de taille croissante. Nous acceptons qu'un nombre croissant de gens soit considéré comme étant les siens. Alors on est parti, encore une fois, du tout petit groupe familial, et puis on se battait avec la famille d'à côté, et puis un beau jour, on a quand même eu l'idée de faire une alliance avec la famille d'à côté, alors on est devenu un peu plus grand, puis ensuite on a fait une alliance avec les groupes encore d'à côté, ça a donné des tribus, et puis ensuite de tribus, d'augmentation de taille en augmentation de taille. Un beau jour, on est arrivé à une phase tout à fait bizarre qui s'appelle l'État, la nation, l'État-nation, qui est arrivé à un moment dont rien ne dit que ce soit le stade final de l'évolution de l'humanité.
puisque d'autres ont dit, des gens ont dit un beau jour, c'est bien les États-nations, mais alors on ne se fait plus trop la guerre à l'intérieur, mais alors avec l'extérieur et entre États-nations, qu'est-ce qu'on se fait la guerre, hein? Alors on va inventer une forme un peu plus grande pour qu'à l'intérieur on ne se fasse plus la guerre, ça s'appelle l'Europe. Bon. Et on peut prendre l'histoire de l'humanité comme étant ce désir mené par la raison de s'identifier à un espace social de taille croissante et que celui qui était un ennemi hier devient un ami. Et on ne se fait plus la guerre. Qui aujourd'hui pense que dans un avenir prévisible, la France et l'Allemagne se font la guerre? On est arrivé à effacer cette perspective de notre pensée. C'est gigantesque. On s'est fait la guerre 29 fois. Hein. Et j'appartiens à la première génération qui n'aura pas fait de guerre. Première fois dans l'histoire de l'humanité. On va mourir sans avoir pris un fusil. Ceux qui sont un peu plus vieux que moi en ont fait une, on va en parler. Moi, je fais partie de la génération qu'on n'a pas fait. Voilà, première génération. Donc on est dans cette construction progressive, mais avec des retours périodiques, parce que la peur de l'autre est toujours là. Et nous sommes alors dans une espèce d'hésitation permanente entre ces deux pôles. Est-ce que c'est la peur de l'autre qui l'emporte, ou est-ce que c'est le désir de s'inscrire dans un espace social plus grand? Il y a évidemment des tas de conditions pour ça. Il faut être capable de se sentir proche de quelqu'un qu'on ne voit jamais, qui habite loin de soi, qui parle une autre langue, qui a une autre religion, et cependant être capable de s'identifier à lui. Ça ne se fait pas tout seul. Et régulièrement, la peur de l'autre reprend le dessus. Alors c'est à propos de cette histoire-là qu'on va essayer de voir comment le rapport entre la France et l'Afrique du Nord, finalement, illustre cette hésitation perpétuelle entre ces deux pôles. Mais pour tout le monde. C'est notre histoire commune, tout ça. Il n'y a pas les uns qui adoptent une posture et les autres une autre. Ce n'est pas du tout ça. Tous les groupes humains, tour à tour, adoptent une position ou l'autre. Le problème, c'est que c'est rarement synchrone. Ouais, alors il y a des groupes qui sont sur la peur de l'autre, pendant que d'autres sont sur l'élargissement, puis après ils inversent les rôles. On va voir que dans notre histoire, on a très souvent inversé les rôles. Et que néanmoins, petit à petit, on essaye de sortir de notre animalité et d'aller vers une humanité. Ce qui me plaît dans l'humanité, c'est qu'évidemment, c'est au singulier. Ah ouais, notre humanité, c'est ça. C'est essayer, là, de s'identifier à cet espace de taille croissante. Alors, par où commencer? On va commencer par une question très bête et très simple. Que s'est-il passé en 609 après Jésus-Christ en Arabie? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé en 609? J'insiste bien, à date très importante. En 609 après Jésus-Christ en Arabie. Mahomet en 609? Pas du tout. Raté. Bon. Qui a une autre hypothèse? 609, personne ne sait? Je suis inquiet. Personne ne sait? 609? Vous ne savez pas? Bon, alors en 609 en Arabie, il ne s'est rien passé. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est évidemment la dernière année où il ne se passe rien. Autrement dit, nous sommes dans un monde pré-islamique. Et c'est important de se souvenir de ce que c'est qu'un monde pré-islamique avant de plonger dans l'histoire de l'Afrique du Nord et de ses rapports avec la France. Alors le monde pré-islamique, en fait, pour le rappeler, on va simplement résumer ce que nous avons fait en octobre lors de la première conférence. Où en fait, je vous ai aussi décrit en fait ce que c'est qu'un monde pré-islamique, entre autres, mais un monde pré-beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle la précarité est extrêmement grande. Et nous avions vu la dernière fois, et je le rappelle rapidement, hein, que comme la situation est évidemment assez difficile, les gens sont obsédés par leur propre survie. Et quand on est obsédé par sa propre survie, on essaye d'avoir plus d'enfants que le voisin. C'est un mécanisme à la fois anthropologique et démographique absolument simple. Et donc, on essaie d'avoir plus d'enfants que le voisin. Le problème, c'est que ma femme ne peut me donner qu'un enfant par an. Alors si je veux plus d'enfants que le voisin, je vais opter pour une pratique de type que l'on appelle couramment polygamique. Ça nécessiterait en soi toute une soirée de développement, mais on va en rester au terme courant. Donc la société est très largement polygamique en Arabie comme ailleurs. Ce n'est pas du tout une spécificité de l'Arabie. Il y a des tas d'endroits du monde où la situation étant extrêmement difficile,
Chaque groupe essaye de multiplier son propre effectif, et pour cela, l'une des méthodes classiquement utilisées depuis la nuit des temps, c'est effectivement d'avoir plusieurs femmes. Bon. Donc ce monde est polygamique, et il est extrêmement courant, les témoignages abondent pour dire que les hommes avaient plus de 7 femmes, 8 femmes, 10 femmes, 30 femmes, disait-on récemment encore, hein. Donc un très grand nombre de femmes dans l'Arabie pré-islamique. Pour les mêmes raisons, ou pour des raisons liées à ce que j'ai appelé la précarité la dernière fois, vous vous souvenez qu'on a un problème extrêmement simple, c'est qu'il faut assurer la survie du groupe, et la survie du groupe ne dépend que du nombre de femmes. Ouais. Un homme et 10 femmes, ça fait très facilement 10 enfants par an. 10 hommes et une femme, on peut essayer toutes les combinaisons possibles. Le résultat est à peu près prévisible. Alors pour cela, on en voit que les hommes se faire tuer à la guerre. Vous vous souvenez, on avait travaillé de ça, là-dessus. Et donc, le militaire devient une affaire exclusivement ou quasi exclusivement masculine. Et à partir de ça, les hommes décident, il y a extrêmement longtemps, à mon avis ça remonte à avant même le néolithique, à l'idée que puisqu'on n'en voit que les hommes se faire tuer à la guerre, ce sont les hommes qui vont décider où et quand ils se font tuer à la guerre. Et le pouvoir politique devient masculin. Ça, c'est une très très vieille histoire qui n'a rien à voir avec les religions. Donc le patriarcat, le pouvoir politique masculin, est une très vieille histoire qui n'a rien à voir avec les phénomènes religieux. Et ça a évidemment une conséquence extrêmement forte, c'est qu'à partir de ce moment-là, le pouvoir politique étant masculin, seuls les hommes on voit au chapitre. Et donc dans ce monde-là, le témoignage des femmes ne compte pas du tout. Et on pouvait avoir en Arabie, comme ailleurs, 1000 témoignages de femmes, ça ne contrebalançait pas devant un tribunal le témoignage d'un homme. Alors c'était comme ça là-bas, mais c'était comme ça partout. À peu près partout, bien entendu. Il y a toujours des exceptions. Donc il faut se souvenir de ce mécanisme-là pour bien comprendre ce qui se passe. Et ce monde-là était déjà en partie juif, bien sûr, en partie chrétien et largement polythéiste. Et c'est donc à ce moment-là... tiens, je viens de faire un résumé, on va passer tout ça très vite. Hop. On y reviendra éventuellement s'il faut. Qu'en 610, évidemment, nous avons l'arrivée de Mahomet qui commence à parler des révélations dont il est porteur. Je me contenterai d'en souligner 3, qui sont les 3 qui peuvent éclairer la situation présente. Dans chaque fois, les tri que je fais, je vous l'ai dit au début, sont toujours en fonction d'une chose, est-ce que ça éclaire le temps présent ou pas? Donc je fais un tri extrêmement sévère et j'extrais quelques éléments qui peuvent éclairer le temps présent. Mahomet, il commence à dire évidemment beaucoup de choses, et notamment il commence à expliquer qu'il convient de respecter les femmes et d'être équitable envers les femmes. Et comme c'est très difficile, il serait bon de ne pas avoir plus de 4 femmes. Alors si vous ne savez pas qu'avant, ils en avaient 7, 8, 9, 10, 15, 30, vous croyez que l'islam a introduit la polygamie. Mais si vous savez qu'avant, ils en avaient beaucoup, vous comprenez que l'islam essaye de limiter la polygamie. Et on a déjà un premier contresens général qui se fait partout, parce qu'on ne contextualise pas ces données-là. Deuxième élément, Mahomet dit aussi, vous devez absolument respecter vos épouses et tenir compte de ce qu'elles vous disent. Dorénavant, il suffira du témoignage de 2 femmes pour équilibrer le témoignage d'un homme devant un tribunal. Alors si vous croyez qu'avant, le témoignage des femmes valait autant que celui des hommes, vous allez en déduire que l'islam minore le rôle de la femme. Mais si vous savez que le témoignage des femmes n'avait aucune valeur, vous vous rendez compte qu'il y a une tentative extrêmement intéressante pour introduire le témoignage féminin devant un tribunal. Et on est là devant le type même de contresens qui aujourd'hui pourrissent nos rapports, parce que très peu d'entre nous prennent le temps d'aller recontextualiser ces phénomènes pour comprendre ce que ça voulait dire à ce moment-là, à cet endroit-là.
Mahomet, c'est en 610 en Arabie, c'est né ni ailleurs, ni avant, ni après. Et puis il va aussi évoquer, bien sûr, une notion qui va lui faire la colère de sa famille, qui s'appelle les Koreïch, et peu importe le détail, puisque lui, évidemment, il arrive avec un message monothéiste. Et son propre groupe, les Koreïch, est très largement polythéiste. C'est la raison pour laquelle, en 622, il se fait éjecter de la Mecque par son propre groupe, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc l'hégire, le début du calendrier musulman, c'est un type qui se fait chasser de la Mecque parce qu'il propose, 1, le monothéisme, 2, il faut reconnaître la valeur de la parole de la femme, 3, il faut limiter la polygamie. Il se fait virer pour ça. Alors, on est toujours étonné quand on voit aujourd'hui les réactions extrêmement rapides que nous avons, qui proviennent d'une non-contextualisation de ces questions-là, qui introduit des contresens et des discours absolument sans aucun espoir d'aboutir, parce que personne ne recontextualise. Alors, il va à Médine, et puis en 630, il reprend la Mecque, parce qu'il continue à faire son travail. Et il meurt en 632, voilà, 12 ans après. Je vous rassure, je ne vais pas passer la soirée sur ce sujet-là, mais je tenais simplement à vous redire, attendez, n'oubliez pas le message qu'il porte. Se fait à un moment donné, à un endroit donné, il parle à des hommes de cette époque et de ce lieu. Il n'imagine pas, dans un premier temps, de parler autrement qu'aux hommes de son temps et de son lieu. Alors évidemment, il n'y a pas d'attendu quand il parle, parce que les hommes de son temps et de son lieu connaissent bien leur situation. Donc lui, il ne fait pas les attendus. Et puis il meurt en 632, il est remplacé par 3 grands califes, 4 même. Celui qui m'intéresse pour ce soir, après Oman et Abou Bakr, c'est Osman. Osman en 644. C'est lui qui dit, bon, jusque-là tout ça c'est très bien, mais c'est purement oral, puisque Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Donc c'est purement oral, alors on va mettre ça par écrit. Et donc 12 ans après la mort de Mahomet, il entreprend de rassembler les textes que les uns ou les autres auraient consignés, les témoignages des survivants, bien sûr, il y en a encore évidemment beaucoup à ce moment-là, et commence à faire un texte qui va s'élaborer très très lentement. Monsieur l'imam nous donnerait les détails sur le sujet. Hein. Mais voilà, il veut mettre tout ça par écrit. Et au passage, d'ailleurs, hein, il s'aperçoit, lui et les lettrés qui font ça, d'un petit problème, c'est qu'à l'époque, les voyelles ne s'écrivent pas dans la langue arabe, il n'y a que les consonnes. Et si vous n'écrivez que les consonnes, les possibilités de mauvaise interprétation sont très très grandes entre les mots de la même famille. Si vous dites kitab, KTB, en arabe, c'est le livre, mais c'est le libraire, c'est la librairie, c'est tout ce que vous voulez. Alors quand on parle, ça ne pose pas de problème, quand on écrit, ça en pose. Donc il décide de rajouter les voyelles en dessus et en dessous. C'est pour ça que dans la langue arabe, les consonnes sont sur la ligne et les voyelles sont dessus et dessous. Mais c'est aussi pour ça que la langue arabe va acquérir son statut particulier de langue dont la syntaxe et l'écriture ont été finalisées pour transcrire le Coran. D'où évidemment l'accession de cette langue à un statut particulier. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir en deux mots, un des éléments porteurs qui seront dans ce fameux Coran, dont le nom, je vous rappelle au passage, et ce n'est pas tout à fait innocent, veut dire Coran récitation. Ce qui veut dire, et un jour peut-être, c'est ce que je vous proposerai, on fera une soirée comme ça sur oralité ou écriture et les questions de l'école. Parce qu'on peut relire la question de l'école avec des approches comme ça, hein, ça donne des choses intéressantes. Donc ça veut dire que c'est un monde qui va accorder énormément d'importance à la récitation, donc à la parole. En face, la Bible, c'est les écritures, c'est les livres. Donc on a là quelque chose qui est intéressant aussi en termes de dialogue possible. Alors quand on regarde la version arabe ou française du Coran, je la résume en quelques phrases, je vous rassure, hein, tout ceci n'est qu'une petite introduction, on s'aperçoit que le monde est divisé en deux. Avec d'un côté ce qu'on appelle en arabe Hal el-Kitab, je m'excuse auprès des arabophones dans la salle sur la piètre prononciation, merci, il y a déjà de ne pas trop moquer trop fort. Donc les gens du livre, et puis en face les incroyants. Bon, c'est une définition qui est extrêmement claire dans le Coran arabe ou français. Sauf que dans les Hal el-Kitab, les gens du livre, il y a 3 groupes, bien sûr. Il y a les musulmans, vous avez les juifs, et vous avez les chrétiens, qui sont tous les 3 dans la catégorie Hal el-Kitab. Ceux du livre, les descendants d'Abraham.
Sauf qu'à l'intérieur de Halel Kitab, eh ben, les Juifs et les chrétiens ont un statut global qu'on tient sous le terme infidèle à Mahomet, mécroyant. Et donc le Coran prévoit, en cas d'extension, s'il s'étend au détriment de populations incroyantes, païennes, un certain nombre d'obligations de conversion. Par contre, s'il se répand sur des populations ou dans des régions qui sont plutôt juives ou chrétiennes, ceux-ci n'ont aucune obligation de conversion. On s'aperçoit aussi, on en discutait cet après-midi, qu'en cas de mariage, les statuts sont complètement différents. Donc il y a une chose très très simple, c'est que vous avez les incroyants, les païens, et puis Halel Kitab, et à l'intérieur, il y a une césure secondaire, qui sont les infidèles à Mahomet, par rapport aux musulmans. Je fais partie des gens qui disent qu'il y a un tout petit problème quand on traduit le Coran en anglais. Un tout petit problème. C'est que le mot utilisé pour traduire infidèle, c'est unfaithful, ce qui veut dire incroyant. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a plus que les musulmans et le reste du monde. Et la traduction en anglais va fabriquer une identité musulmane qui s'oppose au reste du monde. Imaginez un pays dans lequel le discours anglophone serait dominant. Si jamais il existe quelque part une planète dans laquelle le discours dominant fait l'alpha et l'oméga de la pensée, eh ben on arriverait assez facilement à l'idée qui pénétrerait les esprits qu'en réalité, c'est les musulmans contre le reste du monde. Alors dans l'hypothèse optimiste, où la famille Bush, père et fils, aurait un jour ouvert un Coran, vous reconnaissez par là que c'est une hypothèse optimiste, ils l'auraient évidemment ouvert en anglais. Alors ils auraient eu cette lecture. Ce qui évidemment est, selon moi, un des grands drames de notre époque, c'est de se laisser dominer par la pensée anglo-saxonne qui, sur ce sujet-là, comporte là un sacré problème sur lesquels il faut retrousser ses manches et ne pas se laisser embarquer par les discours dominants. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va, c'est à peu près compréhensible pour tout le monde? Bon. Alors voilà, maintenant on est après la mort de Haussmann. La mort de Haussmann, 656, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie auprès de M. l'imam, que je ne raconte pas trop de bêtises. Et donc en 656, Haussmann meurt, il est remplacé par Ali. Et juste un petit mot sur Ali, qui est à la fois le gendre et le neveu du prophète. Il va devenir un calife très important, bien entendu, il sera assassiné, mais c'est à la suite de sa mort qu'il va naître un conflit qui, aujourd'hui, déchire l'Iran, l'Irak et en partie la Syrie. Donc les descendants d'Ali disent non, il faut être de la famille du prophète pour être calife, alors que les autres disent non, la tradition voulait que ce soit les compagnons. Donc les sunnites, c'est les compagnons, si vous voulez, et les chiites, c'est les descendants d'eux. Et ça va créer une césure extraordinairement forte à l'époque. Nous sommes donc en 658, je pense, avec cette scission entre les chiites et les sunnites qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui empoisonne évidemment le monde moyen-oriental, qui empoisonne le monde musulman, et par extension, qui empoisonne évidemment tout le monde. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais elle se fait à ce moment-là, au moment de la mort d'Ali. Très rapidement, cet islam qui a évidemment une vocation universelle, comme le christianisme, vous savez, ce sont les deux seules religions qui ont comme intime conviction d'être porteurs d'un message universel. Donc qui vont aller à la conquête du monde sous différentes formes. Seuls l'islam et le christianisme vont faire ça à cette échelle. Ils prennent le Caire très rapidement, 640 à peu près. Et puis, voilà, ils s'étendent vers le nord de l'Afrique, assez rapidement. Et il y a un premier moment, alors ils s'étendent sans trop de difficultés à travers cette zone-là, où il y a assez peu de pouvoirs centraux, il y a beaucoup de tribus. Nous sommes au 7e siècle dans un monde tribal, comme partout ailleurs. Ce n'est pas du tout particulier, tout ça. Donc un monde tribal peu unifié, ce qui fait que quand une armée à peu près solide, à peu près bien commandée, à peu près organisée, elle passe là-dedans sans difficulté majeure, et elle va se heurter à une première résistance acharnée absolument fondamentale pour bien comprendre le monde actuel, qui est une princesse berbère, dite la Kahina, qui est en fait une chaoui,
Chaouis, c'est un groupe ethnique que l'on trouve dans l'Est algérien, autour de Batna, si vous voulez, pour ce récif montagneux, là, un massif montagneux. Et donc cette princesse berbère, dont certains ont pu dire qu'elle était juive, d'autres ne sont pas d'accord, donc je ne rentre pas sur ce détail, soulève une armée, l'organise et tient tête pendant une bonne dizaine d'années aux envahisseurs arabes. Il faut bien se souvenir que l'Est de cette région-là va être marqué jusqu'à aujourd'hui par cette notion fondamentale: une femme berbère résiste aux envahisseurs arabes musulmans. Mais elle résiste 10 ans. C'est la Jeanne d'Arc locale, si vous voulez, mais alors elle y met du cœur. Et c'est extrêmement important parce que c'est une berbère, elle s'oppose aux arabes musulmans qui passent. Elle est finalement tuée en 701, mais elle va laisser une trace extrêmement profonde pour peu que l'on accepte de s'identifier comme étant d'ascendance berbère. Et là, on va s'apercevoir que ça va poser un problème dans l'actualité. Et pourquoi le fait-elle ? Parce qu'elle fait partie des gens qui, ici, s'identifient à une histoire très très longue, très riche, une histoire très forte. Nous sommes, pense-t-il, historiquement c'est discutable, mais ça n'a pas d'importance, nous sommes les descendants des Carthaginois. C'est-à-dire que nous avons été capables de tenir tête à Rome pendant longtemps, et donc on se mesure à des puissances aussi importantes que Rome. Et la Kahina se vit comme ça, et est perçue comme ça. On a tenu tête à Rome, ce n'est pas une petite armée d'Arabes venus de je ne sais pas où qui va faire la loi ici. Alors c'est important parce que ça se montre qu'à l'époque, ce qui s'appelle Ifriqiya, aujourd'hui on appelle ça Tunisie, mais à l'époque ça s'appelle Ifriqiya, ce qui va donner Afrique. C'est un lieu où déjà l'identité collective est extrêmement ancrée dans l'histoire déjà longue. On pourrait d'ailleurs s'amuser, voilà, à mettre ça, c'est la carte, la cité-État de Carthage. Et vous voyez que Carthage, c'est la Tunisie actuelle. Donc au moment où les Arabes arrivent à ce moment-là, ils ont affaire à quelque chose d'extrêmement fort, avec des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui sont sûrs de leur histoire, qui se la racontent, qui la transmettent à leurs enfants, qui résistent. Ils vont rester très longtemps, et à l'arabisation, et à l'islamisation, parce que les deux ne se font pas tout à fait au même rythme. Alors, l'arabisation se fait beaucoup plus facilement dans les zones commerciales et dans les zones de plaine. L'arabisation se fait assez mal dans les zones de montagne. Et ce que je dis là est vrai dans toute l'Afrique du Nord. L'arabisation se fait assez vite dans les plaines parce qu'il y a des commerçants qui passent, et c'est évidemment le commerce qui répand la langue. Et puis l'arabisation se fait assez mal dans les zones de montagne. Et on voit aujourd'hui, dans les grandes zones de montagne que sont les Aurès et la Kabylie par exemple, mais aussi le Rif ou le Moyen Atlas, eh bien, la persistance des langues berbères est évidemment très très forte. Au passage, quand j'utilise berbère, sachez que ce n'est pas du tout un groupe. Les berbères, c'est simplement le nom que les Romains donnent quand ils mettent le pied dans ce pays-là aux populations qu'ils trouvent. Donc ce n'est pas du tout homogène. Il n'y a pas d'homogénéité berbère. Il n'y a pas une langue berbère. Il y a des tas de langues berbères. Donc ensuite, eh bien, nous en revenons à notre histoire. Cette poussée du monde arabe se fait petit à petit. Dans la zone centrale ici, et même d'ailleurs dans l'ouest, il ne rencontre pas une très très grande résistance. Parce que là, on n'a pas affaire à des gens qui ont, dans leur histoire, le souvenir de l'appartenance à une identité très forte et très ancienne. C'est en principe des régions qui sont encore sous domination de Constantinople-Byzance, mais très très lâches, avec vraiment une quasi-autonomie, donc une capacité de résistance qui est assez faible. Et quand ils arrivent ici, eh bien, ils vont donner à cette région-là, je fais très rapidement bien sûr, un nom tout à fait simple, ils vont l'appeler le couchant, puisqu'ils marchent vers le couchant, et le couchant en arabe, Maghreb, ce qui va donner à la fois Maroc, Maghreb, Marrakech, tout ça c'est le couchant. Et puis l'islamisation, l'arabisation se fait très progressivement, l'islamisation un tout petit peu plus vite dans cet endroit-là que l'arabisation, et un commandant, un militaire berbère, c'est important, traverse Gibraltar en 711. Ils voient un rocher, alors on le dit, ça sera le rocher de Tariq, parce qu'il s'appelle Tariq, ça va donner Jibel Tariq, ce qui va donner Gibraltar.
Et puis petit à petit, ils montent, et vous savez qu'ils sont arrivés à quelle année? C'est-à-dire juste 100 ans après la mort de Mahomet. Bon. 732 à Poitiers, vous savez, on n'est même pas du tout sûr que la bataille eut lieu, hein, ça n'a pas d'importance. Pas du tout d'importance. Jusque-là, ils sont restés beaucoup plus longtemps que ce qu'on dit. Hein. Vous savez qu'on a des traces de leur implantation dans des régions comme Narbonne ou autres pendant beaucoup plus longtemps. Il reste 150, 200 ans. Enfin, mais ça se passe pas trop mal. Et ce qui est important sur ce sujet-là, c'est qu'assez rapidement va arriver dans cet endroit-là du Maghreb un personnage absolument central, qui est Idriss Ier, en 789. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un homme qui vient de Damas, de Bagdad, en 789, on est déjà chez les Abbassides. Donc le califat a été transporté à Bagdad, et il y a un différent d'ordre théologique qui l'oppose au calife. Ce qui fait qu'Idriss vient, s'installe, Fès, Volubilis et tout cet endroit-là, mais pour des raisons d'ordre religieux. Et puis il épouse une fille berbère. Et il s'installe très rapidement cette idée qu'il y a là une succession dynastique qui va se faire, qui repose sur deux piliers. Un pilier religieux, on vient du califat des Abbassides, et un pilier berbère. Et tous les souverains marocains depuis n'oublient jamais les deux, considérant qu'il est absolument essentiel de bien tenir ces deux bouts-là pour ne pas être trop sensible au discours simplificateur qui viendrait de l'extérieur. On est à la fois des descendants, et c'est pour ça que le roi du Maroc s'appelle toujours commandeur des croyants, et en même temps bien inscrit dans une tradition berbère. Donc on a à la fois un ancrage local berbère et une légitimité religieuse. À l'autre bout de ce Maghreb, vous avez la Tunisie, Ifriqiya, qui elle alors a un ancrage religieux encore beaucoup plus ancien, très très fort. Et puis, voilà, Idriss Ier, ensuite c'est les Idrissides, je passe sur quelques dynasties importantes. Il y en a deux qui sont extrêmement importantes, qui sont les Almohades et les Almoravides, qui sont les deux très grandes dynasties du Maroc, et qui ont un intérêt tout à fait important parce qu'elles sont berbères, elles s'affichent comme dynasties berbères, elles ont une influence extrêmement grande. Est-ce que c'est là que j'ai mis... Voilà en 180, la dynastie des Almohades. C'est important de souligner ça parce qu'elle est centrée sur le Maroc, mais vous voyez qu'en 180, toute l'Andalousie fait partie du royaume. On descend ici quasiment jusqu'à Dakar, et ça n'est pas mince, la Tripolitaine, mais pas la Cyrénaïque. Et la Libye actuelle, en fait, dans l'histoire, très très souvent, va se trouver partagée en deux, Tripolitaine et Cyrénaïque. Et la Tripolitaine se rattache très très fréquemment au Maghreb, alors que la Cyrénaïque se rattache au Mashrek. Mashrek, c'est le Levant. Donc, historiquement, la Libye, à part du fait de Kadhafi, ça n'a jamais été un pays. C'était deux régions, et même trois si on compte le Fezzan, mais rentrons pas dans les détails. Donc là, c'est important de se souligner que, centré sur le Maroc actuel, il y a des successions dynastiques qui n'oublient jamais, jamais, jamais ces deux notions. Nous avons une double légitimité, berbère d'une part, musulmane d'autre part. Et c'est suivi aujourd'hui de façon très forte, au point que c'est tout à fait sensible. Chaque fois qu'on va au Maroc, on peut discuter quelques minutes avec les Marocains. On sent que ces deux idées-là sont tout à fait essentielles et permettent à cette identité-là de tenir bon, y compris dans les difficultés, les troubles et le retour de l'obscurantisme, qui est évidemment un des traits de notre époque aujourd'hui. Partout, l'obscurantisme revient. Ce que nous appelons islamisme n'est qu'une forme particulière du retour à l'obscurantisme. Alors, ce qui est important sur le sujet, c'est de se rendre compte, allons bon, j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Pendant que s'étale sur l'Andalousie et tout le Maroc, ces dynasties, Almohades, Almoravides, etc., ça va être l'époque des croisades. Je veux dire, quelque part, c'est nous que là, on rentre dans l'histoire. On y rentre de façon assez redoutable, quand même. Et il faut se souvenir des croisades, non pas seulement comme on nous les a racontées quand on était en primaire. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on vous a raconté quand vous étiez en primaire sur les croisades? On allait faire quoi?
C'était quoi les croisades? C'était lutter contre les infidèles. Voilà, bon, c'était effectivement délivrer le tombeau du Christ, etc., etc. Alors, moi je dis, c'est probablement comme ça qu'on l'a vécu, je veux bien le croire. Mais je rajoute qu'il faudrait voir comment ceux qui étaient là-bas l'ont vécu eux. Ceux qui ont vu arriver les croisades. Et donc, tout de suite, il y a un bouquin absolument essentiel que tout le monde devrait lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est ce fabuleux premier livre d'Amin Maalouf, aujourd'hui à l'Académie française, Les croisades vues par les Arabes, qui devrait faire partie, à mon sens, des bouquins absolument obligatoires pour comprendre le monde actuel. Il est en poche, absolument. Il sera dans la biblio, vous allez trouver quelques dizaines d'exemplaires d'une biblio que je vous mets à votre disposition à la fin. Mais les croisades vues par les Arabes, je dirais que si, sur le thème d'aujourd'hui, vous ne deviez lire qu'un seul livre, à mon avis, c'est celui-là. Alors pourquoi? Parce que les croisades, vous vous souvenez d'où est-ce qu'elles partent? La première croisade, elle part d'où? Clermont-Ferrand. Donc pour être au cœur de la France, là, il n'y a pas mieux. Donc effectivement, elle part de France, et puis... alors, en quelle année? Tiens, petit sondage, l'année de la première croisade. Cher ami, l'année de la première croisade, je sens que tu es soudain observé, tu regardes autre chose, tu n'as pas envie de répondre. La première croisade, une petite idée. Je donne ma langue au chat. Bon, le chat n'a rien à voir là-dedans. Alors, première croisade. Ah oui, mais là, c'est pas du jeu, parce que toi, tu le sais. Bon, dis-le quand même plus fort que tout le monde entende. Alors, la croisade est prêchée par Urbain II en 1096 et Godefroy de Bouillon et son armée prennent Jérusalem en 1099. Merci Françoise. C'est bien parce qu'on a des tas de personnes ressources sous la main. Alors, ce qui est quand même important de vous souligner, c'est qu'évidemment, elle est bénie par le pape. Jamais oublier ces petites choses-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dimension religieuse absolument essentielle dans la première croisade. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les chroniqueurs moyen-orientaux relatent cette croisade. Je ne crois pas une seconde que leur relation soit meilleure que la nôtre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est différente. Et que c'est les doubles lectures qui peuvent nous donner un élément important. Alors, il se passe un élément particulièrement intéressant en octobre 99, donc 3 mois avant la chute de Jérusalem, par Godefroy, c'est qu'au bout de ma flèche, là, les croisés arrivent dans une ville qui s'appelle Mara, qui est une ville qui n'existe plus dans le nord de la Syrie actuelle. Et cette ville a le très très mauvais goût de leur résister. A-t-on idée? Alors elle leur résiste à peu près un mois. Et après, elle tombe, parce que les croisés sont de fiefés soldats. Elle tombe et les chroniqueurs arabes de l'époque ont cette phrase absolument extraordinaire. Et pour fêter leur victoire, les croisés mangent les enfants. Et ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mon instituteur ne m'avait jamais raconté ça. Je me demande s'il n'a pas oublié 2-3 détails. Or, c'est une histoire qui est absolument essentielle pour comprendre le moment présent. Pour comprendre 2015, il faut se souvenir qu'à la première croisade, il y a eu suffisamment d'actes d'anthropophagie de la part des croisés pour faire naître un sentiment d'humiliation qui tient dans une phrase que l'on entend dans le Moyen-Orient, mais que moi j'entends dans la bouche de petits gamins quand je fais des enquêtes sociales dans les banlieues parisiennes. Avoir été vaincu par un monde sans valeur. Ça peut paraître étonnant, cette histoire-là. C'était tellement étonnant que quand Amin Maalouf a publié son bouquin, Jean-Claude Guilbeault, que certains connaissent, autre grand intellectuel de notre époque, a immédiatement refait une enquête sur la route des croisades, autre bouquin, pour essayer de voir quand même si ça fantasmait pas trop, parce qu'il était lui aussi un peu surpris. Alors il est allé chercher les carnets des quelques croisés qui savaient lire et écrire à l'époque, il n'y en avait pas un, et il y en a un qui a un témoignage tout à fait extraordinaire, et qui, en octobre 1999, a cette phrase absolument magnifique, en disant « Les nôtres, non seulement mangeaient les sarrasins, mais aussi les chiens. » C'est une phrase magnifique, parce que, encore, qui mange les sarrasins, il faut bien compter à midi, mais aussi les chiens. Ce qui vous donne une idée de l'échelle de valeur que les gens avaient à l'époque. Alors ça, c'est un moment fondamental pour comprendre le monde actuel. Parce que le monde moyen-oriental va avoir l'intime conviction d'être écrasé militairement par un peuple absolument barbare. D'ailleurs, au moment de la troisième croisade, il se passe à peu près toujours les mêmes histoires. Et puis il y a Gengis Khan qui arrive via la Perse.
Et les chroniqueurs moyen-orientaux comparent les deux invasions, les Franges d'un côté, les Huns de l'autre. Mais c'est pareil. Si on compare leurs connaissances en mathématiques, ils sont nuls, les uns et les autres. Si on compare leurs connaissances en médecine, en chirurgie, mais ils sont absolument nuls. C'est les chirurgiens moyen-orientaux qui opèrent les soldats croisés blessés. Il n'y a pas un chirurgien dans les croisades. Quand on regarde en matière de construction, mais on va commencer à partir de la troisième croisade, par exemple, à refaire le krach des chevaliers. Bon, c'est très joli le krach des chevaliers, c'est-à-dire qu'il y avait des murs de 6 mètres d'épaisseur, donc on les double, on fait des murs de 12 mètres d'épaisseur. D'accord. À la même époque, on commence à construire à Grenade l'Alhambra. Où est le raffinement? Nous, on fait des tas de cailloux à l'époque, ça s'appelle les châteaux forts. C'est des tas de cailloux. Et donc, que ce soit en médecine, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans toutes les sciences possibles et imaginables, le Moyen-Orient a plusieurs siècles d'avance sur les croisés. Et c'est néanmoins les croisés qui gagnent. Ça, c'est l'humiliation principale qui va faire que cette civilisation-là, qui est extraordinairement brillante à l'époque, va être cassée dans son histoire. On a à cette époque, je parle en époque globalement, des gens comme Averroès, qui, à Cordoue, sont en train de réfléchir sur quoi? Quand on fait très très vite, on pourrait dire, entre autres, sur la façon de laïciser l'islam. Bien avant Spinoza. Il essaye. Il n'y arrive pas vraiment, mais ça fait partie des débats importants. Et donc, c'est une notion fondamentale que ce monde moyen-oriental et par extension l'ensemble du monde musulman va se sentir totalement cassé dans sa civilisation propre, jusqu'à se demander si aujourd'hui on ne serait pas dans une forme de conséquence. Je vois un élément à la fois réconfortant intellectuellement et inquiétant, comme on nous appelle al-Baghdadi, le grand chef de Daesh. Les croisés. Vous pensez bien que ce n'est pas pour rien. Si les gens de Daesh nous appellent les croisés, encore aujourd'hui, c'est qu'ils sont directement branchés sur cette histoire-là, où ils ont été écrasés, vaincus, anéantis par un monde sans valeur. Et c'est cette expression-là qu'on en retrouve beaucoup. Là, il est très clair que notre animalité a repris le dessus. Alors qu'à côté de ça, des gens comme Averroès ou Avicenne, etc., sont des gens qui sont dans la démarche complètement inverse. Comment on peut, au contraire, répandre des idées de philosophie? Par exemple, c'est grâce à des philosophes comme ceux-là que les croisés vont retrouver la trace de tous les philosophes grecs, qui étaient devenus quasiment absents de l'imaginaire occidental, et on va retrouver d'abord des traductions arabes, et via des gens comme Averroès, on va pouvoir remonter sur Platon, sur Aristote, etc. Mais c'est eux qui ont maintenu pendant plus de 1000 ans l'étude et l'apport à l'humanité de tout ce que ces grands philosophes grecs ont fait. Pour vous donner une petite idée, les croisés vont être absolument surpris et ébahis par deux petites choses qui vont les étonner. Ils vont comprendre, grâce aux témoignages qu'ils trouvent sur place, que mathématiquement, quand il n'y a rien, il faut le noter. Parce que jusque-là, ils étaient très simples, quand il n'y avait rien. On notait rien. Autrement dit, on n'avait pas le zéro. Puis ils vont trouver une autre idée, c'est quand on met un chiffre à gauche du premier, il vaut 10 fois plus. Numération de position. On ne le doit pas aux Arabes. Hein. C'est un lettré que l'on appellerait syrien, mais la Syrie n'existait pas à l'époque, qui était 200 ans plus tôt allé en Inde, d'où il avait ramené ces deux idées fondamentales. Il porte un nom qu'on utilise à peu près tous les jours sans le savoir, il s'appelait al-Khwarizmi, ce qui va donner algorithme. Algorithme, c'est le nom dérivé, bien sûr, de ce lettré syrien qui est allé chercher en Inde ces deux idées qui ont déjà 1000 ans à l'époque, en Inde. Il faut noter le zéro et il faut la numération de position. Parce que sans zéro et sans numération de position, vous avez des chiffres latins, des chiffres romains.
Ben, posez 2 chiffres romains et faites donc une multiplication, vous allez voir comme c'est balèze. Et donc on va ramener ça, et c'est pour ça qu'à la suite de la première croisade, on va ramener ici ces 2 notions-là, 2 notions mathématiques importantes, et que l'abbé Suger va commencer à fabriquer la basilique de Saint-Denis, premier monument gothique de France, qui est une des conséquences de la première croisade. Jusque-là, on fait des murs de 5 mètres d'épaisseur, on met des calustrous, on fait du roman, très bien, mais il y a très peu de calculs. Là, on se met à faire des calculs. Et donc, en fait, il y a un moment absolument fondamental dans le rapport entre le monde musulman et le monde qui, à l'époque, est strictement chrétien, c'est évidemment ce virage-là, où on va casser la civilisation moyen-orientale. Et il y a une espèce de transfert qui se fait à ce moment-là, qui est assez redoutable. Ça va durer évidemment longtemps, cette affaire-là, ces croisades, et ça a marqué jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, al-Baghdadi nous appelle les croisés. Ça n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelque part une espèce de vengeance terrible là-dedans, avec les moyens qui ne sont pas sans rappeler que ceux que nos ancêtres, les croisés, ont utilisés. Ils étaient, en tout cas un certain nombre d'entre eux, anthropophages. Donc quelquefois, il faut se souvenir de l'histoire. Ça marque terriblement. Alors ensuite, petit à petit, les rois du nord de l'Espagne repoussent ce monde vers Grenade, vers l'Afrique du Nord. 1492, chute de Grenade. La civilisation qui s'était développée dans toute l'Andalousie était en fait essentiellement marquée par la dynastie almohade et almoravide, ce qui me fait dire, moi, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas une civilisation arabo-espagnole, ou arabo... le nom m'échappe, andalouse. Moi, je dis toujours, non, c'est berbéro-andalouse. Et c'est extrêmement important pour la suite de l'histoire. En 1492, il y a non seulement le nommé Christophe Colomb, qui, après ça, d'ailleurs, quelques mois après, a traversé l'Atlantique, mais il y a surtout la chute de Grenade. Et donc, ils sont chassés, les musulmans sont chassés vers le Maroc. Très peu de temps après, les Juifs vont suivre. Pas tout à fait en même temps. Vu d'aujourd'hui, on pense exactement en même temps. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques années, je vérifie du coup ce qu'ils ont. Odile ne m'envoie pas une chaussure, Françoise non plus. C'est que je travaille là avec des gens qui sont très qualifiés. Et donc voilà, les Juifs d'une part et puis les musulmans d'une part et les Juifs d'autre part sont virés par les catholiques. Parce qu'à l'époque, dans l'esprit des gens, c'est pareil. D'ailleurs, ils parlent la même langue. Tout ce monde-là s'exprime en arabe. Tout ce monde-là parle des langues extrêmement proches. Tout ce monde-là a les mêmes rites, en termes notamment de pureté, d'alimentation. Tout ça, c'est des cousins très, 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 très proches. Et donc, évidemment, les catholiques, eux, ne font pas dans le détail. On vire tout le monde. Et on prend pied sur l'Afrique du Nord, sur le Maroc, ce qui va donner évidemment les fameuses enclaves espagnoles dans le nord du Maroc. Elles datent de cette époque-là. Et la pression militaire de l'Espagne va avoir une importance très très grande, bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, je veux savoir, est-ce qu'il y a des questions là? Parce que je vois que vous ne posez pas du tout de questions. Lancez-moi une godasse, faites quelque chose. Il n'y a pas de lancer de godasse, ça se faisait à une époque, le lancer de godasse. Mais... ça ne se fait plus, non? Pelochon, oui, mais le pelochon... Oui, Salima. Ah. Si, allez-y. Je suis pas habitué. Oui, mais ça ne fait rien, avec un micro, on y arrive. Non, je parlais des royaumes chrétiens de ouais. Jérusalem qui avaient été établis. Donc, si on les replace à l'heure actuelle, le Liban, Israël. Ouais. Donc, il y a une partie chrétienne qui était établie. Oui. Qui Alors, datait aussi de l'Empire romain, puisque l'Empire romain avait adopté la religion chrétienne, me semble-t-il. Constantin. Voilà, et donc il y avait l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident. Oui, ça fait partie des multiples choses sur lesquelles je zappe un peu, mais... Ah, voilà. Non, mais je fais exprès. Hein. Voilà. Juste un mot qui est intéressant pour souligner quelque chose qui est extrêmement intéressant.
Les croisés qui établissent le royaume de Jérusalem, au moment de la troisième croisade, ils sont 4000. Et ils veulent tenir tout le Moyen-Orient. Ce n'est pas avec 4000 bonhommes qu'on y arrive. Donc ils essayent de passer des alliances avec des sultans locaux. Tous refusent. Sauf un. Il y en a un qui accepte de devenir le supplétif des croisés. Je vous le donne en 1000. Damas. La capitale de Saladin. Et Damas, à cette époque-là, effectivement, accepte de devenir le supplétif des croisés. Et c'est intéressant parce qu'au moment de la première guerre du Golfe de Bush père, il y avait une coalition qui s'opposait en principe à l'Irak. Et moi, je tempêtais en disant c'est complètement fou, on refait une croisade. Et à l'époque, on m'a dit non, pas du tout, parce que dans la coalition, il y a un pays arabe, Damas. Je dis oui, c'est une vieille tradition. Ça fait des siècles que Damas accepte d'être le supplétif des Occidentaux sur place. Ce n'est pas nouveau. Et quand nous étions en Syrie il y a quelque temps avec ma femme, c'était le début des printemps arabes, et nous avions dit, mais est-ce qu'il va arriver, et on le pensait à l'époque, à la Syrie, ce qui est arrivé en Égypte et en Tunisie. Et les Syriens nous ont dit, sûrement pas. Sûrement pas, parce que les Occidentaux ne laisseront jamais tomber Damas. Parce que depuis le temps, ils crient. Quand les Israéliens arrivent, bombardent une usine, un machin, un truc, ils crient. Mais ils crient. Ça arrange tout le monde. Et ça, c'était à l'époque la vision des Syriens, il y a 3 ans. Ils étaient intimement convaincus que jamais les Occidentaux ne laisseraient tomber véritablement Bachar el-Assad. À cause de cette longue histoire. Donc c'est des éléments qui, encore aujourd'hui, ont des répercussions extrêmement fortes. Voilà, alors on a maintenant les armées espagnoles qui ont repris pied. Ah pardon, oui, Salima a une question, excuse-moi. Alors, ce n'est pas tellement une question, c'est juste un apport d'une expression qui est importante à mes yeux. C'est que tout à l'heure, Claire, tu as fait référence à Alhambra, toutes ces jolies choses qui ont été faites. Et c'est à cette époque-là, et en faisant allusion à toutes ces belles choses, qu'on disait un travail d'arabe. Ouais. Voilà. Et qui va, oui, bah oui, et qui va, et tu feras sûrement le lien tout à l'heure, Bien sûr. qui va changer de sens au moment de la guerre d'Algérie. Oui, voilà, merci. Absolument. N'hésitez pas, si d'autres ont des apports encore. Oui, madame. Bonsoir. Oui, j'aurais voulu apporter une petite anecdote. J'ai été visiter moi-même le palais de l'Alhambra à Grenade. Et à l'époque, notre guide nous avait dit que Isabelle de Castille, je crois que c'était la reine de l'époque, la reine d'Espagne, lorsqu'elle avait renvoyé donc les musulmans ou les arabes dans le Maghreb, elle leur avait fait initialement une proposition en leur demandant de se convertir au catholicisme avant. Donc, certains l'ont fait. Ceux qui se sont convertis sont restés en Espagne et ceux qui n'ont pas voulu se convertir sont repartis. Voilà, oui. C'était juste... Oui, bien sûr. Donc, elle n'a pas viré tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui. Khaled. Tout à l'heure, vous avez fait une référence concernant la troisième croisade, je crois, en disant que les croisés étaient arrivés et disaient qu'ils mangeaient les c'est au moment de la première. Les témoignages qu'on a, c'est de la première croisade. Qui mangeaient les Sarrasins, les infidèles, et aussi les chiens. Ouais. Et que El Baghdadi, aujourd'hui, parle aussi des croisés. Oui. Et une petite remarque, mais je crois, si mes souvenirs sont bons, que lors de la Seconde Guerre du Golfe, Bush lui-même a utilisé le mot croisade sur un discours. Et lorsqu'on voit aussi les images des militaires américains avec des Irakiens dans des cellules avec des laisses et les considérer comme des chats, on se rappelle aussi ces trucs-là. Oui. Non, mais tu fais bien. Les exemples qui nous montrent que l'histoire... ça me fait toujours penser, y compris ton témoignage, cette phrase, je ne saurais plus quel est l'auteur, mais elle paraît extrêmement proche, nous ne sommes pas seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous avons été. Et on trimballe tous tout ça.
tous. Et c'est pas, pour moi, c'est pas les uns qui le trimballent et pas les autres. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité, ça. Et il faut qu'on fasse avec ça. Mais il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Le monde n'a jamais fonctionné comme ça, en réalité. Pas d'autres questions? N'hésitez pas. Hein? Oui? Vous parliez des peuples berbères en Afrique du Nord, mais quelle était leur croyance aux peuples berbères? Ah ben non, à l'origine, ce n'est pas musulman, bien sûr. Non, il semblait se répartir en gros en 3 groupes. Certains étaient chrétiens. On a eu l'évêque Saint-Augustin, hein, qui était berbère. D'autres étaient juifs. Et les 3e avaient les religions qu'on pourrait appeler traditionnelles, qui sont des formes d'animisme divers qu'il y avait partout dans le monde. Hein? Donc voilà, ils étaient comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un débat sur la kahina. Est-ce que la kahina était juive ou est-ce qu'elle était porteur d'une religion traditionnelle, plus ou moins polythéiste? Il y a du débat d'experts, je ne suis pas un expert, je ne rentre pas là-dedans. Hein. Vous avez un assez bon bouquin qui raconte tout ça, qui s'appelle justement la kahina. Dont j'ai dû la mettre dans la biblio, probablement. Il faut que je regarde, mais j'ai dû le mettre en principe. Alors, ce qui est important, je crois, après, c'est que devant cette poussée des armées espagnoles, les sultans locaux semblent réclamer, alors réclamer ou pas, le débat, là aussi, j'ai lu des choses contradictoires, bref, des militaires musulmans viennent à l'aide des populations ce qu'on appelle globalement le Maghreb. Et ce sont les frères Barberousse qui arrivent en fait de Byzance à l'époque. C'est Byzance ou c'est encore Constantinople? C'est encore Byzance, hein, je pense. Odile, tu me dis? Constantinople, bon, je parle sous ton contrôle, tu dois savoir ça. Je ne sais plus bien à quelle époque. Voilà. Bon, on est en 1519, et les Turcs viennent donc s'installer à mi-chemin des pouvoirs existants véritablement. Oh, il y a des pouvoirs locaux. Il y a eu les Rostémides dans la partie centrale, mais vous voyez que la partie centrale, volontairement, je ne lui ai encore pas donné de nom. On pourrait en trouver, mais je préfère pas en donner parce que c'est plus conforme à l'image collectivement que les gens ont. Et donc, comme il y a un pouvoir fort du côté du Maroc et un pouvoir fort du côté de la Tunisie, les corsaires turcs vont s'installer évidemment à mi-chemin. C'est des corsaires. Et ils vont faire la guerre de course dans la Méditerranée. Et les frères Barberousse s'installent dans cette petite ville Al-Jazaïr, les îlots, en 1519. Et ce sont les Turcs qui transforment cette ville en ville de pouvoir. Et c'est une notion qui est extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ils en font une zone de pouvoir. Ce sont des Turcs, des très bons militaires. Ils arrivent avec les janissaires. Alors d'une part, ils font la guerre de course sur tout le bassin méditerranéen, bien entendu, contre les armées espagnoles, c'était les premières cibles, mais aussi les Portugais, les Génois, les Français, les Vénitiens, tout le monde y passe. Guerre, évidemment, de course de l'époque. Et ils se mettent à prélever l'impôt et à administrer l'arrière-pays d'Alger. Ce qui va faire naître dans l'imaginaire de ces populations que celui qui est installé à Alger, c'est un étranger, il n'a aucune légitimité et il convient de s'y opposer. Et donc, dès le XVIe, naît dans la population qui ne relève ni du Maroc ni de la Tunisie l'idée du beylika, un mot turc, qui désigne le pouvoir local, parce que le pouvoir central c'est le dey, et puis le pouvoir local c'est le bey. Alors le beylika, ça veut dire quoi en substance, culturellement parlant? C'est le pouvoir d'Alger qui est tenu par des étrangers. Ils n'ont aucune légitimité. Il faut donc s'y opposer. Ça démarre au XVIe siècle, cette affaire-là. Et pendant les 310 ans de la présence turque, cette idée-là va petit à petit s'infiltrer dans tous les esprits de la population qui n'est ni du côté du Maroc ni du côté de la Tunisie. Ça va être extrêmement puissant. Et pendant 3 siècles, ils vont se rebeller contre Alger. Et ça va être un mouvement dont je ne connais pas l'équivalent dans le monde. Du coup, il va se créer une situation et une géographie particulière dans ce pays qui va être la légitimation du pouvoir populaire. Elle se fait où? Elle se fait dans l'arrière-pays d'Alger,
celui qui arrive devant la capitale, il se dresse en disant « Moi, je m'oppose à Alger ». Et toutes les tribus de l'intérieur disent « Ok, très bon, vas-y, on t'encourage ». Évidemment, ils prennent pâté sur pâté, parce qu'en face, vous avez une armée turque organisée avec des militaires professionnels. Mais pendant 300 ans, on s'oppose à Alger, ce qui va faire naître un espace particulier qui existe encore aujourd'hui autour de la plaine de la Mitidja, Blida, et toute cette zone-là, qui est la zone de légitimation du pouvoir par opposition au pouvoir d'Alger. Ça dure 310 ans. Et c'est évidemment un cas unique d'un pays qui, au fil des siècles, va se structurer par opposition au pouvoir central, à sa propre capitale. Donc, moment extrêmement lourd, et qui ne va pas franchement s'arranger. Parce qu'en 1830, vous vous souvenez, c'est les Français qui débarquent. Mais les Français débarquent dans cette histoire-là, où l'idée centrale qui court dans cette partie médiane qui n'a pas encore de nom, qu'il convient de s'opposer au pouvoir d'Alger. Alors, la France appelle ça la régence d'Alger. Là, c'est les Byzantins, au bout là-bas. Et donc, ça dépend en principe. Et voilà, on s'oppose à. Alors, le jour où les Turcs sont remplacés par les Français, pour l'ensemble de la population qui est à l'intérieur, ça change quoi? Puisque la définition, c'est le pouvoir d'Alger est tenu par des étrangers, il convient de s'y opposer. Ça change quoi? Mais ça ne change rien. Donc le mot reste. Et donc la signification reste. Et évidemment, les Français vont débarquer et vont déclencher une guerre absolument extraordinaire par sa violence, qui va durer essentiellement 40 ans. Les 10 premières années encore qu'un quart, et à partir de 1840 jusqu'à 1870, c'est une guerre d'une violence que l'on tait soigneusement dans nos programmes scolaires. C'est absolument inouï. C'est une guerre coloniale. Alors il faut bien d'abord voir pourquoi il y a une guerre coloniale à ce moment-là. En fait, pas pour des raisons locales du tout. C'est que les Français viennent de perdre, après la chute de Napoléon, leur premier empire colonial, et l'Angleterre a tendance à régner sur le reste du monde. Donc la France essaye de trouver les moyens de peser sur le monde en s'opposant à l'Angleterre. C'est une des raisons fondamentales de la colonisation de l'Algérie. C'est pour faire la nique à l'Angleterre. Alors les gens en face, eux, ils font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'ils s'opposent au pouvoir d'Alger. Ça n'a rien de nouveau pour eux. Hein. Et donc va démarrer une série de débats absolument passionnants, notamment en 1847, 1848, 1849, à l'Assemblée nationale française. Et ce débat tourne essentiellement autour d'une idée: comment exterminer les Arabes de la régence d'Alger. Et j'insiste bien, le débat ne porte que sur le comment. Le débat ne porte que sur la méthode. Parce que sur la finalité, tout le monde est d'accord. Pas de doute. Et on a des textes absolument terrifiants, dont on comprend à la limite pourquoi ils ne figurent pas dans les classes. Mais je commence à considérer que c'est quand même dommage. Hein. Par exemple, un grand homme français dit, à cette époque-là, « J'ai souvent entendu des hommes que je respecte, mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûlât les moissons, qu'on vidât les silos, et enfin qu'on s'apparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. On ne détruira la puissance d'Abdelkader qu'en rendant la position des tribus qui adhèrent à lui tellement insupportable qu'elle l'abandonne. Ceci est une vérité évidente, il faut s'y conformer ou abandonner la partie. Pour moi, je pense que tous les moyens de désoler les tribus doivent être employés. Alors qu'est-ce qu'il donne, par exemple ? Je crois de la plus haute importance de ne laisser subsister ou s'élever aucune ville dans les domaines d'Abdelkader et de détruire tout ce qui ressemble à une agrégation permanente de population. Pour les gens que ça intéresse, il y en a 300 pages. Ça s'appelle « Coloniser, exterminer ». C'est
universitaire qui ne travaille pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui fait ce travail-là pour essayer de bien nous remettre en mémoire dans quelles conditions ça s'est fait. Ça dure 30 ans. Et pendant 30 ans, par exemple, sur les méthodes d'extermination, il y en a une qui sera utilisée suffisamment souvent pour qu'on ait gardé des traces précises, parce qu'il s'agit donc d'exterminer les Arabes de la régence d'Alger. Alors là, on n'est pas dans l'humanisation. Retour à notre animalité. Il faut essayer de les exterminer, mais il ne faudrait pas que ça coûte trop cher, parce qu'à l'époque, figurez-vous, on a des problèmes d'équilibre budgétaire. Alors il ne faudrait pas quand même que l'extermination des Arabes de la régence d'Alger aggrave le déficit de la nation. Il faut quand même être sérieux. Donc pour les exterminer, il y a une méthode qui a un certain succès, c'est ce qu'on appelle les enfumades. Alors les enfumades proposées par les militaires français consistent à encercler les villes, et il est proposé, suggéré fortement de ne pas les encercler complètement. Il faut laisser petits couloirs. Comme ça, les gens vont s'échapper, puis ils vont aller dans les montagnes pour se défendre, normal. Puis ils vont aller se mettre dans des grottes. Alors il faut juste les suivre avec suffisamment de précision pour qu'ils arrivent vraiment dans les grottes. Et quand ils sont dans les grottes, vous faites un grand tas de bois vert. Je pense que s'ils avaient eu un stabilo, ils auraient frotté, ils auraient souligné vert. De façon à ce que la fumée puisse tuer tout le monde, y compris, et c'est bien souligné, les femmes et les enfants. Parce que si on ne tue pas les femmes et les enfants, c'est à recommencer sans arrêt. Donc il faut être méthodique. Donc on invente l'extermination de populations par enfumade. Nous sommes 1850, à peu près. Avec un petit problème, certains ne sont pas d'accord en disant « Oui, mais attendez, il n'y a pas que des Arabes, il y en a d'autres aussi, alors il faut arriver vraiment à les repérer. » Alors on va imaginer, ça va être toute une théorie qui va se développer de façon très intéressante pour repérer les gens. Alors ça va être toutes les théories raciales. On va mesurer les angles de front, de machin, etc. On va fabriquer des théories raciales. On va faire des ouvrages universitaires là-dessus. Et puis, un tout petit siècle après, même pas 80 ans après, le Troisième Reich va s'en emparer pour développer sa propre théorie sur les travaux préparatoires français qui ont été faits pour exterminer les Arabes de la régence d'Alger. Donc, on se des moments qui sont un peu raides, quoi. Et donc là, évidemment, on voit bien que l'animalité reprend le dessus, de façon extraordinairement violente. Avec, encore une fois, les choses, je ne vais pas trop vous lire des extraits, mais vous en avez plein. Celui que je vous ai lu, le premier, il est particulièrement intéressant, parce qu'à la fois, il explique bien qu'il faut tuer les femmes et les enfants aussi, mais surtout, c'est son signataire. Celui qui dit ça s'appelle Alexis de Tocqueville. Le type qui, 20 ans plus tôt, a écrit ce monument des essais politiques qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », on s'aperçoit en le lisant qu'en réalité, dans son premier bouquin de la démocratie en Amérique, il manquait un tout petit, en quelque sorte, il y avait un non-dit. C'est que ça ne concerne que les populations occidentales chrétiennes. Et pour lui, les autres, nul et non avenu. D'ailleurs, il propose, lui et d'autres, une fois qu'on aura exterminé tous les Arabes, de les remplacer par des nègres. Parce que quand ils sont bien dirigés, ils sont quand même nettement plus productifs. Et donc on a le projet politique d'exterminer les Arabes, de les remplacer par des nègres. C'est les termes utilisés à l'époque. Alors vous voyez que ça, évidemment, vous voyez l'histoire de la première croisade, la deuxième, la troisième, vous avez ça là-dessus. Vous avez des populations qui, par rapport au bien fondé du pouvoir central, si vous voulez, émettent quelquefois des objections. Ah oui, faut-il se soumettre à ce pouvoir-là? C'est pas si simple que ça. Donc ça dure évidemment longtemps, c'est un moment d'une sévérité extrême, et le bouquin dont je me suis inspiré pour faire cette petite séquence-là, je vous le donnerai en bibliographie, Olivier Lecourt Grand-Maison, que tu connais, Guy, qui travaille à Évry, toujours, à Créteil, non? C'est toujours un collègue, voilà, et c'est un universitaire qui travaille sérieusement là-dessus, bien sûr, c'est pas un plaisantin. Il a choisi des angles et des sujets sur lesquels on a plutôt tendance à fuir, quoi. Et on comprend bien pourquoi. Mais on est historien ou on n'est pas historien. Si on fait de l'histoire, on fait de l'histoire. Et donc on se rend compte qu'il y a des mécanismes qui sont extrêmement puissants, qui sont très très forts et qui vont avoir comme effet de nous construire dans cette Afrique du Nord des identités complètement différentes. Il va y avoir ensuite un autre moment qui va avoir des répercussions, alors ô combien fortes sur le monde actuel. C'est ce qui se passe
Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit truc là, oui. C'est le fameux décret Crémieux de 1870. Ça, c'est quelque chose qui est incroyablement intéressant. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve qu'en 1870, le gouvernement français constate que des élévations de niveau de vie se font un peu partout et qu'il faudrait bien voir à ce que toutes les communautés, peu ou prou, en profitent. Et le gouvernement français de 1870, et notamment le ministre Crémieux, trouve que le monde juif, dit oriental, reste à l'écart de cette espèce d'effet du siècle des Lumières, qui se fait sentir finalement à la fin du XIXe siècle, dans les campagnes, un peu partout. Il y a des élévations de niveau de vie, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a une urbanisation, il y a une amélioration de la scolarisation, il y a beaucoup de choses. Et Crémieux trouve que vraiment le monde juif dit oriental reste à l'écart et qu'il faut le faire profiter. Alors il prend un décret tout à fait intéressant qui donne la nationalité française aux juifs et pas aux musulmans. Et ça va être probablement le premier coin sérieux mis entre ces deux communautés. Jusque-là, elles vivent qu'à un cas, plutôt bien. Je ne dis pas qu'on ne se met pas sur la gueule de temps en temps. On reste des hommes, hein. Mais grosso modo, ça va plutôt bien entre eux. Ça cohabite assez bien. Et puis là, Crémieux décide de séparer. Alors, il ne décide pas de séparer. Son idée, c'est simplement d'accélérer l'intégration, et je te donne la parole de Khaled, d'accélérer l'intégration du monde juif dans le monde urbain. Tu voulais poser une question, excuse-moi. Vas-y. Attends, Salim, Élise te donne un micro. Le décret Crémieux concerne que l'Algérie actuelle ou ça concerne aussi le Maroc et... Non, que l'Algérie, parce que en Maroc et en Tunisie, on n'a pas du tout le même pouvoir. La France n'a pas du tout le même pouvoir. C'est peut-être aussi ce qui explique la relation entre les communautés locales musulmanes et les juifs en Algérie et qui est différente par rapport à la Tunisie et le Maroc aujourd'hui. Oui, bien sûr. Jusque-là, la colonisation se fait strictement dans la régence d'Alger. Et les deux extrémités du Maghreb ont leur autonomie. Parce que la France a clairement fait une discrimination entre les communautés dites musulmanes et juives. À ce moment-là. Pas Pas avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde bien, Napoléon III, 10 ans auparavant, avait l'intention de généraliser la nationalité française à tout le monde. Et ce sont les colons français installés dans ce territoire qui s'y opposent, et Napoléon III est obligé de renoncer. Mais il avait l'idée de la donner à tout le monde. Et Crémieux, 10 ans plus tard, va la donner seulement aux populations juives. Et j'en discutais beaucoup avec Olivier Lecourt-Grandmaison, justement, sur tous ces sujets-là. Il dit que c'est indiscutablement le début de l'opposition entre ces populations. Mais ce n'est pas vieux. Et ce qui me navre aujourd'hui, c'est de m'apercevoir un peu partout, y compris quand on fait des enquêtes sociales dans telle ou telle région, que d'un côté comme de l'autre, on a l'impression que c'est un antagonisme immémorial, contre lequel on ne peut rien, qui est inscrit dans l'histoire longue. C'est complètement faux. Ce sont des populations qui ont cohabité plutôt bien, jusqu'à la fin du XIXe. Et que le décret Crémieux va évidemment, là, aggraver considérablement les choses, jusqu'au point aujourd'hui que les gens croient qu'il s'agit d'une opposition immémoriale et qui remonte quasiment à l'apparition de l'islam. Ce qui est évidemment complètement faux. Mais oui, alors, oui, plus ou moins, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, donc ça, ce décret Crémieux, c'est une chose très très lourde. C'est là que les populations vont commencer petit à petit à se dresser l'une contre l'autre, à être dressées l'une contre l'autre, finalement, quand on regarde bien les choses. Je passe sur quelques étapes. Il y en a évidemment beaucoup à dire, mais je voudrais maintenant quand même vous céder la question. Après ça, il va y avoir évidemment les éléments que certains connaissent relativement bien, qui sont au moment de la Deuxième Guerre. D'abord, bien sûr, la première déclaration de Lord Balfour, ça c'est la création d'Israël. Je passe là-dessus, vous connaissez. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est la droite ligne de ce que tu viens de dire, Khaled, c'est qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement de Pétain prend des lois anti-juives. Elles sont réfutées et refusées par le sultan du Maroc, qui refuse absolument d'appliquer les lois juives. Je vais voir si j'ai...
Où est-ce qu'elles sont? Voilà, le nouveau sultan qui monte sur le trône en 1927, bien sûr, fit systématiquement obstruction aux mesures antisémites que le gouvernement de Vichy voulut imposer aux Juifs du Maroc. À chaque nouvelle loi vichiste, le souverain prenait, jusqu'à l'affrontement avec le résident général, une défense farouche des Juifs en ayant soin de rappeler à chaque fois que Juifs et musulmans étaient également ses sujets et qu'il ne souffrirait aucune discrimination entre ses enfants. Ça fait partie des choses qu'on a complètement oubliées. C'est le sultan du Maroc qui s'oppose aux lois de Vichy. On a, à la même époque, toute une filière de protection du monde juif qui se monte autour de la Grande Mosquée de Paris. Le monde n'est pas du tout univoque. Il y a là des choses absolument terribles, bien sûr, que l'on a tendance à complètement oublier. Or, c'est évidemment fondamental de s'apercevoir qu'il n'y a pas du tout d'opposition systématique entre ces deux communautés. C'est quelque chose qui est monté dans l'histoire récente et que notre obscurantisme finit par nous faire croire qu'il s'agit d'une vérité intemporelle. C'est totalement faux. Alors après, je passe rapidement sur... en 1954, démarre notre histoire contemporaine, cette guerre de décolonisation qui n'a pas eu ce nom-là pendant très longtemps, dans lequel les appelés du contingent sont envoyés. Mais on les envoie là-dedans. Et sans rien leur dire. On ne leur dit pas qu'on les envoie dans un territoire qui s'oppose à Alger depuis 400 ans. 400 ans. Le Baylika, ça a 400 ans à l'époque. Et on envoie de jeunes appelés du contingent faire la guerre là-bas, en ne leur disant pas dans quelle histoire ils arrivent, en leur faisant jouer un rôle, et plusieurs dans la salle l'ont joué et savent ô combien ça a été un rôle compliqué, désagréable, pas marrant, et ensuite, quand ils rentrent, on leur a simplement demandé de se taire. C'est pas confortable comme situation. C'est pas du tout confortable. Mais cette guerre, finalement, quelque part, c'est l'écho de la guerre de colonisation. Et on va retrouver, évidemment, plein de choses, plein de pratiques qui sont exactement le symétrique de la première. La même chose. Faite par des appelés du contingent à qui, évidemment, on n'a pas du tout expliqué l'histoire. Ils vont devoir porter sur leurs épaules, après, cette histoire-là, sans que personne leur dise, écoutez les gars, vous êtes dans une histoire compliquée. Alors évidemment, ça dure 8 ans, vous savez. Politiquement, l'Algérie devient indépendante, et pour la première fois, ça devient un pays. Mais ce pays prend la forme d'un pays en 1962, coincé entre Ifriqiya, qui a 2000 ans, et le Maroc, qui a 1200 ans à l'époque. Et là, il y a un truc qui naît. Et un truc qui s'est structuré autour de sa propre capitale, contre sa propre capitale. Et quelque part, après ces 8 ans de douleurs terribles qui ont évidemment causé la mort d'à peu près 10% de la population locale, ou pas loin, de quelques dizaines de milliers d'appelés du contingent français, qui ont évidemment souffert là-dedans ô combien. Et à ce moment-là, le FLN s'installe à Alger. Moi, je dis, c'était l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'Alger, c'est quoi dans la tête des gens? Mais depuis 400 ans, c'est Bayleka. C'est celui qui n'a aucune légitimité, il faut s'y opposer. Alors que fait la population de l'ancienne régence d'Alger? Elle s'oppose. Comme toujours. Alors ça va donner évidemment une histoire, un cas difficile. Je passe sur le premier président, mais le deuxième, Ouari Boumedienne, c'est évidemment tout ça. Et il y a sûrement dans la salle des gens qui savent que Ouari Boumedienne a eu le projet de déplacer la capitale. C'est pas pour rien. Il a même commencé les travaux. Hélas, il ne l'a pas mené au bout. Mais il savait très bien pourquoi il le faisait. Ce pays est une histoire terrible. Donc il faudrait la déplacer, la capitale. Lui, il a commencé vaguement, il y a eu quelques travaux, quelques coups de bulle, on a fait un truc, c'était en gros 200 km au sud d'Alger, dans un endroit qui stratégiquement se tenait d'ailleurs. Tout simplement, il n'y avait rien. Et puis plus tard, vous vous souvenez, beaucoup plus tard, Khalifa, les Algériens dans la salle se souviennent de Khalifa, cet homme de paille du gouvernement algérien, il avait été chargé entre autres d'un truc. Il est actuellement réfugié à Londres, là. Mais Khalifa avait un projet dont il était chargé, étudier le déplacement de la capitale.
Il ne l'a pas mené à bout non plus. Mais ça reposait sur une connaissance historique très très forte et anthropologique très forte. Un élément de culture extrêmement fort. Et donc, l'opposition, quelque part, elle continue. Et ça va nous donner un élément extrêmement fort parce que du coup, ce pays ne sait pas, et les habitants de ce pays ne savent pas s'ils sont berbères, arabes, turcs ou français. On est quoi? Et ça fait naître évidemment un trouble terrible. À une époque où on croit, et depuis Ahmed Mahalouf, heureusement, a beaucoup travaillé, on croit qu'une identité doit être univoque. Nous sommes au début des années 70 et on croit que l'identité doit être univoque. Alors, Boumedienne cherche. Et puis en 1974, il y a le choc pétrolier, vous vous souvenez. Et la une des journaux se couvre d'une entité dont on n'avait guère entendu parler jusque-là, qui s'appelait les pays arabes producteurs de pétrole. Or, dit Boumedienne, nous produisons du pétrole. Donc, on est arabe. Et il décide d'arabiser le pays. Et en quelques jours, en quelques semaines, on décide d'arabiser le pays. Ce qui veut dire au passage de renoncer à toute l'histoire longue. Ce qui veut dire au passage marginaliser toutes les populations qui ne s'estiment pas arabes. Ils ne s'estiment pas, parce qu'en réalité, bien malin qui pourrait dire qui est arabe et qui est berbère. En réalité, on peut difficilement le dire. Hein. Mais toutes ces populations vont se trouver marginalisées. D'ailleurs, on le voit très bien, puisque moi, je me promène ici à Damary, et je m'amuse d'entendre poser une question sur l'origine des gens, ou même sur la nationalité. Je dis, alors, vous êtes algérien? On me répond, non. Je ne suis pas algérien, je suis kabyle. Toute l'histoire de l'Algérie tient dans cette phrase-là. Je ne suis pas algérien, je suis kabyle. Cette opposition à sa propre capitale. C'est une phrase à première vue anodine, pas du tout. Quand on connaît l'histoire, ce n'est pas du tout anodin. Donc on va se retrouver avec ce désir d'arabisation à toute allure. Alors ça crée des phénomènes évidemment compliqués. Tout un tas de coopérants sont virés, coopérants français. Pas moi, avec ma femme qui est là au fond, Brigitte. On est installé à Mostaganem à l'époque et on n'est pas virés. Bon, je ne sais pas si on a une tête d'arabe ou je ne sais pas quoi, mais on n'est pas virés. Bon, très bien. J'ai fait de l'agronomie à l'époque. Et puis ils sont remplacés par des coopérants arabes, essentiellement égyptiens et jordaniens. Très bien. Alors au bout de quelques jours, je demande à mes étudiants qui suivent des cours par le nouveau coopérant égyptien ou jordanien, je dis alors c'était bien le cours? Il dit je ne sais pas. J'ai rien compris. Parce que l'arabe égyptien est aussi loin de l'arabe dialectal algérien que le latin du français. C'est à peu près le même écart. Hein. Donc imaginez que demain tous les enseignants fassent leur cours en latin. Je crains que beaucoup d'élèves aient quelques difficultés. Et c'est ce qui se passe. Au milieu des années 70 en Algérie, c'est ce qui se passe. Donc le système éducatif s'effondre. Deuxième élément, en quelques jours, on décide d'arabiser les panneaux de circulation, qui étaient bilingues. Alors français et arabe, ça c'est la version officielle. Dans la version de l'époque, les Algériens nous disaient c'est français ou vermicelle. C'est amusant parce que mes amis algériens parlaient des écritures en vermicelle. Et donc du jour au lendemain, on efface au blanc la signalétique francophone. Très bien, on efface la trace du dernier colon. Sauf qu'on s'aperçoit le matin en ouvrant la fenêtre, nous on ouvre la fenêtre et on regarde, viens voir un peu, il y a un truc marrant, c'est qu'on se rend compte qu'on avait oublié un tout petit truc. En 1975, l'immense majorité des Algériens ne savent pas lire l'arabe. Donc on a laissé toute une signalétique rédigée en arabe, et les gens ne savent pas lire l'arabe. Ils sont donc perdus dans leur propre pays, parce qu'ils viennent d'effacer les traces du dernier colon. Ce qui va être évidemment une difficulté supplémentaire. Et puis ça va avoir des aspects tragicomiques, qui ne sont pas graves en soi, mais qui montrent que ce n'était pas simple. Un jour, nous étions à Oran, dans une petite rue qui descend vers le port, et nous apercevons, Brigitte et moi, que la plaque du nom de la rue a été arabisée. Dorénavant, il s'agit de la rue Anatole, Algérie. Rue Anatole, Algérie. Alors c'était à la fois comique et en même temps, on s'est dit à l'époque, nous étions en 1976, hein, on s'est dit, ça prépare quel avenir à ce pays? Évidemment, une grande difficulté, qui va être bien sûr, ça va créer une espèce d'émulsion, tout ça, devant cette grande interrogation identitaire.
Émulsion qui va déjà créer des tensions locales très très fortes, bien sûr, dès 79-80. Et puis ensuite, va arriver, et je m'arrêterai là parce qu'après tout le monde connaît la suite, hein, une révolution musulmane, une révolution islamique en Iran, hein, avec Khomeini que nous avions soigneusement choyé ici à Naufle-le-Château quelque temps pour qu'il reparte là-bas faire de sa révolution et qui cherche un pays ventre mou de l'islam pour répandre sa révolution. Et évidemment, il tombe sur l'Algérie, qui va ensuite être embringuée dans cette fameuse décennie de guerre civile absolument atroce, dont le pays a beaucoup, beaucoup de peine à se sortir aujourd'hui. Ils y arrivent, mais évidemment beaucoup de peine. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce que c'est 10h moins le quart, on avait dit qu'il faudrait des questions. Ceci pour vous dire que ce soit du côté de la France ou du côté des pays d'Afrique du Nord, on a en permanence une hésitation entre ces deux pôles. Est-ce qu'on sort de notre animalité ou est-ce qu'on y retombe? Et aujourd'hui, nous sommes encore là-dedans. Est-ce qu'on va vers l'idée de se réconcilier les uns et de marcher ensemble vers cette idée, on s'identifie à un espace social de taille croissante, ou pas? Et je voudrais terminer avec 3 photos. 3 photos issues d'un petit bouquin qui s'appelle Algérie, et qui sont prises par Marc Ribou, ce photographe, quasiment les tout premiers jours de l'indépendance algérienne. Et j'en ai extrait 3 photos qui me paraissent être une conclusion à notre soirée, si vous voulez bien. Krim Belkacem, ici, chef de la Wilaya 4, et la Wilaya 4, en gros, c'est la plaine de la Métidja. Donc on retombe dans tous les schémas. La Wilaya de... Bon. Alors je vous fais confiance. Oui, oui. Il a été avant à Mirouche. D'accord. Et donc, il s'adresse à 2 prisonniers français, membres de l'OAS. Un mécanicien et sa femme institutrice ont été arrêtés par le FLN en possession d'une charge de plastique. Les 2 prisonniers français ont avoué avoir attaqué à la bombe des commerces musulmans. Je m'empresse de dire que tous les commentaires sont de l'époque. Hein. Je n'ai pas voulu les changer. Aujourd'hui, on ne dirait plus les choses comme ça. 3e photo, et vous dites, les commentaires sont écrits en 1962. Krim Belkacem décide de les gracier, insiste sur le fait que la coopération entre les Européens et les musulmans sikhs doit se poursuivre. Surpris par la décision, le couple français laisse exprimer sa joie. Nous sommes à la fin de la guerre, et voilà comment Krim Belkacem envisage l'avenir. Il y a donc, y compris dans les moments les plus durs, régulièrement des hommes qui sortent en disant « Attendez, on va arrêter quand même, et on va reprendre notre marche vers l'humanité. » Ce n'est pas parce que depuis 8 ans, on s'est fait la guerre qu'on doit indéfiniment se faire la guerre. Donc on arrête, et on reprend notre marche vers notre propre humanité, s'identifier à un espace social de taille croissante, en permettant à chacun d'apporter au pot commun sa propre histoire, son propre génie, et ne pas considérer l'autre simplement pour la différence, mais aussi pour les spécificités de ce qu'il apporte à la collectivité. Guy ? Oui, ça n'a pas marché, on est bien d'accord. Hein, mais je trouvais que la photo était en soi un symbole tout à fait intéressant. Oui, quelque part, une occasion manquée, peut-être. Peut-être, mais des occasions comme ça, on en a à notre portée tous les jours. Et à notre échelle ici d'Amari, voilà, on vous propose de continuer dans cette démarche-là, celle-ci, que je préfère, moi, voir sous cette forme-là, pour essayer de voir et pour simplement constater que toute cette histoire-là doit faire l'objet de conversations entre nous, de débats entre nous. Ce n'est pas l'un qui a tort et l'autre qui a raison là-dedans. C'est la marche de l'humanité qui fonctionne comme ça. Et nous avons donc, à partir du moment où on la connaît suffisamment tous, et cette soirée, c'est un peu ça pour mettre tout le monde un petit peu au niveau avec les mêmes références, de façon à ce que les débats deviennent infiniment plus simples entre nous et qu'on ne soit pas bloqué par des a priori et des ignorances qui bloquent complètement le débat. Oui ? Qui ont le pouvoir, des instances politiques, parce qu'au moment où les 2 populations, donc je parle pour l'Algérie et la France, essaient un peu de se réconcilier avec leur passé, on a un chef d'État français qui essaie d'expliquer les bienfaits de la colonisation. Quand on voit un petit peu toute la douleur qu'il y a derrière, bien sûr, un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y est pas arrivé. Il a essayé et le tollé a été suffisant pour qu'on ait écouté. Puis de toute façon, c'est pas un chef d'État de dire ça, c'est pas la loi de dire ça. Bon, voilà, l'affaire est... Mais c'est-à-dire qu'on a sans arrêt... Est-ce que c'est la défiance envers l'autre qui l'emporte ? Ou est-ce que c'est la confiance envers l'autre ? Et c'est chaque fois cette idée-là, et il faut que chacun arrive à intégrer son histoire personnelle, aussi douloureuse qu'elle soit, dans l'histoire de l'humanité.
C'est ça qui me paraît aujourd'hui. Alors bien sûr, on pourrait attendre que des responsables. Moi, je vous propose de rien attendre du tout. On est ici à Damary entre nous, point. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, tout ça a été filmé, ça sera sur un blog. Je vous propose qu'on se revoie régulièrement sur des thèmes comme celui-ci, comme celui de la première fois. La prochaine fois, on verra une histoire un petit peu différente, mais sur l'Afrique noire, les Afriques noires, pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, et en quoi ça constitue, encore une fois, notre histoire à tous. C'est notre histoire à tous. Et que donc, il n'y a aucune raison qu'on se déchire sur notre histoire à tous. Bien sûr, j'ai sorti les éléments qui font sens sur l'actualité quotidienne. Il y aurait beaucoup d'autres choses à voir, mais là, je laisse la parole aux historiens dans la salle qui, sur les détails et sur l'exhaustivité historique, sont 1000 fois plus compétents que moi. Voilà la bibliographie. Vous la trouverez quelque part par là, je crois. Mais bon, on veut passer aux questions. Et puis, je vous ai mis en bas d'autres thèmes peut-être pour l'année prochaine, si ça vous intéresse. Il y en a 3 qui me sont venus comme ça. Je vous disais tout à l'heure, oui. De l'oral écrit, une trajectoire pour l'école, c'est-à-dire réétudier la question de l'école aujourd'hui avec tout ce que nous avons vu déjà ensemble. C'est la culture française, je mets des guillemets sur française et ses bizarreries. Pourquoi est-ce que nous pensons comme nous pensons? Ça peut être intéressant de prendre conscience de la façon dont nous pensons. Ça peut permettre de comprendre pourquoi d'autres ont un peu de peine à rentrer dans le système de pensée. Quand on voit comment il s'est structuré, je vous promets que ce n'est pas simple à rentrer. C'est aussi la migration. Qu'est-ce que c'est culturellement que la migration? Et on passe une soirée pendant 1h30, comme on fait là, on étudie toutes ces questions-là, encore une fois, pour les mettre dans notre histoire commune. Parce que c'est notre histoire à tous. De façon extrêmement vulgaire sur ces questions-là, lorsque j'étais en terminale, j'avais un vieux prof de géographie, histoire géo. Alors un vieux, c'est-à-dire qu'il devait avoir l'âge que j'ai maintenant, c'est ce qu'à l'époque j'appelais un vieux. Et donc, il faisait ses cours avec une gitane de maïs au coin de la bouche, comme ça, puisqu'à l'époque, les profs faisaient cours avec des cigarettes. Et dès qu'il avait une question relative plus ou moins à la pureté des races, enfin, tout ce qui s'apparentait à la race ou des choses comme ça, il sortait son mégot, il disait, écoutez, vous m'emmerdez avec vos affaires, on a tous une arrière-grand-mère violée par les Huns. Et je trouvais que c'était extrêmement vrai. Et que ça coupait court à tous les débats de cet ordre-là. Parce que c'est absolument la réalité. C'est absolument la réalité. J'ai coupé la parole. Oui. Voilà. Donc après l'éclairage que tu nous as donné de l'évolution, comment tu peux expliquer que après l'indépendance en 1962 de l'Algérie, les gouvernements français je dirais, ont autorisé et ont favorisé l'émigration de populations algériennes, sachant tout ce qui ça pouvait être porteur de conflits qu'on allait importer dans notre pays et qui n'étaient pas résolus. Est-ce que c'était donc les dernières phrases que tu as dit, est-ce que c'était un souci de coopération entre les pays ou qu'est-ce qui a influé cette politique? Non, mais là, la réponse est extrêmement simple. Il y a deux choses. D'abord. Une grande partie de la migration s'est faite alors qu'il s'agissait de départements français. Les gens ne faisaient que changer de département. Pas oublier. Jusqu'en 1962, les populations changent de département. Et elles ne changent pas de pays. Ensuite, nous avons affaire, 62, 64, 65, à des taux de croissance de l'économie. On n'a pas de main-d'œuvre. Donc, on a la quantité, toute la littérature qu'on veut, pour expliquer que le gouvernement français veut recruter de la main-d'œuvre au maximum pour l'économie française. Avec en plus des choses intéressantes. On a notamment un telex tout à fait intéressant du ministre français, d'un ministre français au consul de France à Rabat en 1966 ou 1967, qui lance une grande campagne de recrutement de main-d'œuvre au Maroc. Et il est spécifié noir sur blanc dans le telex. Veuillez, s'il vous plaît, veiller à n'embaucher que des analphabètes afin qu'ils soient moins sensibles au discours syndical. Ça, c'est le milieu des années 60 en France. On va les chercher. On en a besoin. Il n'y a pas de chômage en France à l'époque. On a besoin de main-d'œuvre, on les chercher. Et on précise, si possible, alphabète. Françoise. Oui. Attends. Il faut que ce soit enregistré en même temps. Excusez-moi, mais moi je rappelle dans les années 60, les gens qui sont en âge d'en travailler,
Ils sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il n'y en a pas beaucoup. Et donc on a besoin de main-d'œuvre. Et comme le disait Claire aussi, effectivement, on est dans un pays où les syndicats étaient forts et on ne voulait pas que la main-d'œuvre vienne soit sensible au discours syndical comme l'avaient été les Espagnols et les Polonais avant eux et les Italiens. Parce qu'eux aussi, ils ont émigré en France. Oui, oui, mais là, on a quelque chose qui est parfaitement connu. On n'a aucune obscurité là-dessus. Mais bien sûr, mais bien sûr. D'autres questions? Oui, Salima? Je vous donne la parole tout de suite après. Alors, je vais faire ma casse-pied parce que ce n'est pas une question. Je ne dirais pas qu'on te reconnaît bien, là, Salima. Ah, on me reconnaît bien. Non, je ne te reconnais pas. Alors justement, je vais faire un lien avec les propos que je suis allée tenir. C'est pour répondre à la demoiselle là, au cœur du gouvernement actuel. Alors en fait, Claire, tu as commencé ton propos en disant qu'est-ce qu'on a dit à nos enfants. Ouais. Et après t'avoir écouté, je me dis qu'est-ce qu'on n'a pas dit à nos enfants. Oui, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Une question ici. Je croyais, voilà. Non, mais attendez, oui, il faut le micro. Hop. Oui, parce qu'on veut enregistrer tout ça. Oui, une précision. Si, il est mis en marche. Une précision, un grand homme a dit « On croit mourir pour la patrie, en fait, on meurt pour des industriels ». En fait, la fin de la guerre d'Algérie, à partir de 1958, quand on a découvert, avant, le pétrole, donc dans le Sahara, deuxièmement, on a fait les expériences atomiques de Reagan, et dans les accords d'Évian, qui spécifiaient, qui ont été suivis du cessez-le-feu le lendemain, le 19 mars, eh bien, il était bien spécifié que la France continue à exploiter le pétrole. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de sabotage de pipeline ou de puits de pétrole, tout simplement parce que les grandes compagnies françaises payaient le FLN. Ça, on a fini par ça, c'est maintenant. Et donc, en fait, nous les appelés du contingent, et quelques-uns ici, on ne le savait pas à l'époque, mais pendant très longtemps, effectivement, c'est pas comme maintenant, quand on venait d'Afghanistan ou du Mali, bon, alors, un mort, c'est un mort, c'est triste. Bon, les invalides, c'est très bien. On les a du contingent, il faut savoir que des veuves ont attendu 7 ou 8 mois le retour du cercueil de leur mari défunt. Bon, donc, en fait, bon, c'est pas pour s'apitoyer sur ce fait sort, mais on s'aperçoit qu'en fait, on a effectivement, comme disait le grand homme, on est allé là-bas surtout pour des questions économiques. Et pour répondre aussi au fait qu'on ait effectivement fait appel à la main-d'œuvre algérienne, analphabète, c'est aussi pour pouvoir continuer à prospecter pendant 5 ans et terminer Reagan, avec les conséquences que ça a maintenant, avec les gens qui ont été irradiés et tout. Absolument. Donc je voulais simplement le préciser, parce que bon, on s'est rendu compte très longtemps après, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pendant très longtemps on n'a pas parlé parce que il fallait, en revenant de 28 ou 30 mois, il fallait trouver un travail, fonder une famille, et puis il y avait d'autres. Puis une guerre que l'on perd, c'est difficile d'en parler. Même si oui, militairement on la gagne, c'est une guerre qui a été gagnée militairement et perdue politiquement, effectivement. C'est très compliqué d'en parler. Oui. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça nuit au dialogue. Oui, justement, on n'en parle pas. Alors, moi, je prends l'autre de dire il faut au contraire en parler. Il faut que les uns et les autres on puisse parler de tous ces sujets-là, mais tout en simplement des éléments de notre histoire à tous. Ce n'est pas les uns contre les autres, c'est notre histoire à nous tous, tout ça. Et qu'elle ne peut être utilisée collectivement dans le sens que nous évoquions au début, c'est-à-dire agrandir en permanence l'espace de notre humanité, qu'à condition que tout le monde soit capable d'en parler sereinement. Pas avec l'idée, il y a des bons et il y a des méchants. Il y a des gens qui sont définitivement victimes et d'autres qui sont définitivement bourreaux. Ça ne marche pas comme ça. Tout le monde est capable dans son histoire d'être victime ou bourreau. Je dirais juste un exemple qui m'avait absolument sidéré. Je sais bien une vieille dame qui vient de mourir il y a peu de temps, qui pendant la guerre mondiale était infirmière à la Croix-Rouge. Et à ce titre, elle a aidé des tas de résistants. Et elle raconte que pendant plusieurs années, elle faisait passer sous les nez des Allemands des résistants blessés ou qu'elle déguisait en blessés, etc., etc. Et elle raconte ça avec l'enthousiasme d'une dame qui a été résistante dès la première heure
Elle était jeune et qui, pendant des années, a fait ce travail-là extraordinaire. Et en 1945, intégrée à la 2e DB, elle est envoyée au Vietnam. Et elle continue à faire la même chose. Simplement, l'ennemi n'est plus le même. C'est plus les Vietnamiens. Et dans sa tête, il ne se passe rien. Elle ne sait pas qu'elle change de camp. Et comment voulez-vous qu'elle le sache? Elle a 25 ans. Pendant 4 ans, elle s'est battue contre les Allemands. Non, on l'envoie se battre contre le Viet Minh. Et elle passe du statut de victime au statut de bourreau sans même s'en rendre compte. Et ça, quelque part, c'est une espèce d'allégorie de l'histoire des hommes. On est tous comme ça. Et on est tous capables de passer d'un statut à l'autre sans même s'en rendre compte, bien évidemment. Il faut qu'on arrête de juger les autres en fonction d'une étiquette qu'on leur colle sur le front définitivement, parce qu'à un moment de leur histoire, ils ont été de tel ou tel côté. Mais ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien du tout. Donc on a les moyens maintenant de mettre tout ça dans, effectivement, un compte commun, une histoire commune, dont on puisse parler sereinement. Et peu importe ce que nous avons vécu dans notre histoire, peu importe, non pas sur le reste, il faut en parler, mais ce n'est pas en termes de responsabilité individuelle, les appelés du contingent, c'est les appelés du contingent. Oui. Et puis, oui. J'ai une petite question. Comment expliquer à des enfants qui sont en train de se construire, qui, lorsqu'ils vont dans l'école républicaine, et qu'on leur apprend l'histoire de France, mais pas cette histoire-là, qui sont d'origine étrangère, je parle, l'immigration, comme on aime bien dire, qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, leur famille leur explique que leurs grands-parents sont venus, ou leurs parents sont venus en France, qu'on les a choisis, comme vous l'avez fait remarquer, analphabètes pour qu'ils n'aient pas de droits, que dans les pays, lorsque c'était la colonie, ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Comment un enfant peut se construire avec 2 discours qui s'opposent, alors c'est une histoire commune, 2 histoires différentes qui ne s'entremêlent pas dans les discours à la journée et le soir? Je vais faire une réponse d'abord parfaitement stupide et ridicule. On ferme tout ça. Bon, alors c'est ridicule, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il faut absolument compléter les histoires officielles et que les histoires se racontent. Or, il y a dans les populations ayant leur origine dans le Maghreb, je vais faire 2 cas très différents. Dans les familles qui puisent leur histoire dans Ifriqiya, Tunisie ou Maroc, l'histoire se raconte facilement. Parce que l'histoire est linéaire, inscrite dans le long terme, et elle a existé bien avant que les Arabes arrivent, et on le sait. Quand l'Algérie a essayé de s'arabiser, elle s'est coupée de l'histoire de la Kainata. Elle n'a plus pu revendiquer. Et donc, avant l'arrivée des Arabes, il n'y a plus rien. Résultat, globalement, chez Baptiste, bien sûr, ce sont des familles dans lesquelles il n'y a pas de récit, très peu de récit familial, et encore moins de récit national. Alors que dans les autres pays, il y a des récits. Ce qui voudrait évidemment des comportements, des difficultés, des aisances très différentes. Je ne parle pas des cas individuels. Bien sûr, tout existe. Je parle là des grandes tendances. Donc il faut effectivement, et c'est ce que nous sommes très simplement en train de faire, donner l'occasion à tout le monde de reconstruire un récit familial d'abord, éventuellement national, mais le récit familial où on paraîtrait déjà plus à notre portée, on puisse effectivement, tranquillement, raconter ces histoires-là, pour terminer par cette notion fondamentale, c'est notre histoire à tous, il faut qu'on prenne en charge. Moi, j'ai eu mes propres surprises. La première fois que je suis allé m'installer en Algérie, je voulais écrire à ma future femme qui est assise sur la table du fond et que tout le monde connaît ici, Brigitte. Je voulais lui écrire et je vais à la poste et j'achète des timbres pour la France. On me donne des petits timbres, c'est écrit en gros 8 mai 45, vachement bien, c'est la fête de la victoire ici. Et pas du tout. Et on voit des soldats français en train de tirer sur des civils. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, le 8 mai 45 ? On m'a expliqué à l'époque, évidemment, Sétif et Guelma, les grands massacres qui ont fait, suivant les organisateurs, 45 000 morts, et suivant la police, 25 000. Non, en gros, c'est ça. Mais peu importe que ce soit 25 000 ou 45 000. On a régulièrement des histoires comme ça. Il y a eu celle de Sétif également en Algérie. Il y a eu en 1947 la même chose à Madagascar. Il y a eu en 1957, et c'est beaucoup moins connu, encore bien pire au Cameroun. On a lutté contre l'UPC, mais j'en parlerai la prochaine fois, puisque la prochaine fois c'est sur l'Afrique noire. Des moments comme ça, il y en a plein. Et je pense que c'est une des personnes que d'évacuer ça de notre histoire collective.
Tout ça, c'est son histoire. Et la seule façon que l'on a d'être fier de ce que l'on a, c'est simplement pouvoir raconter son histoire. Détaché de l'idée de savoir qui a tort, qui a raison. On s'en fout, ça n'a plus aucune importance. Je ne suis pas responsable de ce que mes arrière-grands-parents fait du 19e. Par contre, je peux le raconter. Il faut s'inscrire là-dedans. C'est pour ça que je disais très simplement à Khadija, s'il y a moyen de faire ça dans les écoles primaires et s'il y a besoin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et que les instituteurs puissent, sur le sujet, avoir un moment de création de notre histoire commune à tous. Oui? Non, mais allez-y. On a vécu cette expérience il n'y a pas longtemps, en allant faire une exposition au lycée Joliot-Curie, au collège Douaneau. Et on a été vraiment surpris par les enfants très réceptifs, et surtout par les enfants issus de l'immigration, enfants du Maghreb. C'est si bien que certains jours, les profs d'histoire qui les accompagnaient étaient obligés de les appeler 8 fois, 10 fois. Eugène me confirmera, le dernier jour, on a débordé de 3 quarts d'heure. Les enfants posaient des questions et des questions pertinentes. Et je pense qu'effectivement, ça passe par là. Parce que ces enfants-là, j'espère qu'ils sont partis avec une autre idée qu'ils pouvaient avoir sur le français globalement, quoi. Vous savez, ce qui mine un peuple, c'est les non-dits. Voilà. C'est pas ce que l'on dit qui gêne le peuple, c'est les non-dits. Donc sortons des non-dits. Et voilà, on a tous cette histoire-là. Je suis très content de vous entendre dire ça, bien sûr. Oui. Pardon. Oui. Bonsoir. Simplement, j'étais impressionné dans tout ce qui est nouveau pour moi. L'allusion au départ des Anglais qui ont rompu avec nous, enfin, on s'est séparés d'eux, ils sont partis vers l'ouest. Et voilà, ça ouvre encore un épisode à l'autre bout du monde, celui-là, puisqu'on va arriver chez les anglo-saxons et les Américains, et sur un autre continent, et avec des civilisations qui, au total, vont continuer à tourner. Ah oui, là, ils ont été encore plus radicaux, puis ils ont tué tout le monde. Donc là, ça a été encore plus radical. Nous, on a essayé, mais on n'y est pas arrivé. Eux, ils ont essayé, mais ils sont à peu près arrivés. Ils ont tué tous les Indiens, etc. Nous, on a été moins efficaces. Mais enfin, il y a des restes. Oui. Des Européens que vous avez écoutés, quoi. Bien sûr. Oui, vous savez, ces histoires sans fin, on peut passer la nuit et plein de nuits encore sur tous ces sujets-là. Oui. Pardon. Attends, vas-y. Je voulais éclaircir la naturalisation des Algériens. Parce que tu nous dis, en 1870, seuls les Juifs sont devenus français. Oui. Et puis ensuite, tu nous dis, en 1960, on changeait de département. On arrivait, ils étaient bien à ce moment-là français. Non. Il y avait 2 statuts. D'abord, la loi Crémieux a été abolie par Vichy, qui a retiré de nouveau la nationalité aux Juifs. Sauf au Maroc, où le sultan s'y opposait. Donc là, on a des erreurs autour avec des changements. Je n'ai pas décrit tous les détails, mais c'est pour montrer simplement que cette histoire de la nationalité est une question qui est beaucoup plus délicate qu'il ne pensait, et surtout qu'à l'origine, en grande partie, de la fabrication, j'allais dire artificielle, ce n'est pas tout à fait vrai, de l'antagonisme entre les populations musulmanes et les populations juives. Et quand je vois de tous les événements du début du mois de janvier, reposent sur cette espèce de gigantesque malentendu. Par exemple, qui ont l'air de persuader que c'est un antagonisme immémorial et qu'il faut donc tuer les autres. On revient à la moralité première, je supprime l'autre. Si, c'est le département français, mais tout le monde n'avait pas la nationalité. Attends. Vas-y. Parce qu'en 1945, il y a un nouveau statut de l'Algérie. On décide, mais c'est le territoire qui aura 3 départements. Donc, alors, aujourd'hui, c'est Annaba, j'ai oublié le nom de l'époque. Constantine. Alger et Oran. Et donc, les gens qui viennent d'Algérie sont censés avoir, entre guillemets, des nationaux, alors que dans leur pays, ils n'ont pas de droit de vote. Il n'y a qu'une toute petite. Il y a 2 chambres, la chambre des Européens et soi-disant la chambre, c'est pour la population algérienne. Cette chambre ne vote qu'une toute petite partie de la population et elle n'a qu'un droit consultatif. Par contre, le territoire est assimilé au territoire métropolitain. C'est pour ça qu'il y a eu le discours de Gaulle avant qu'il change d'acteur. Donc la France de l'île à Tamanrasset,
Parce que officiellement, sur le papier, l'Algérie, c'est le territoire français. Alors que dans la réalité, je dirais, démographique, culturelle, ce n'est pas vrai. Donc quand les gens font venir en France pour travailler, effectivement, ils ne changent pas de pays, puisque l'Algérie est assimilée au territoire français. C'est ça qui explique ce que Claire a dit tout à l'heure. Non, ils n'ont pas de nationalité. Ils ne sont pas de nationalité française. Ils sont des gens qui n'ont pas les mêmes droits. Donc voilà. Oui. Alors moi, je voudrais intervenir en tant qu'enseignante, puisque j'ai travaillé longtemps à l'Anne-Marie Lélis. Je me souviens avoir découvert un livre un jour. C'était La géographie, ça sert à quoi, de Lacoste, et c'était marqué, ça sert à faire la guerre. Et je crois que l'histoire, ça sert à une autre chose, ça sert à expliquer la guerre qu'on a faite. Et ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de futur parcours de citoyenneté, vu les difficultés qu'on a eues avec nos jeunes, je pense qu'il faudrait vraiment se poser la question, et non pas à l'échelle de Anne-Marie, mais à une autre échelle, on a ici des inspecteurs, etc., qu'on aille former nos enseignants. Moi, j'avais vraiment honte d'expliquer à mes élèves que leurs ancêtres, c'était les Gaulois. Et on en riait. J'avais fait un petit cahier d'histoire où on faisait l'histoire de l'enfant qui arrivait en France. Il me racontait ce qu'il avait fait dans son pays. Il essayait de me raconter son histoire personnelle. Et j'avais commencé à me dire, est-ce qu'il n'y a pas une histoire universelle? Donc j'ai découvert qu'il y avait une histoire qui avait été écrite par l'UNESCO, dont on parle rarement en éducation. Et on se retrouve aujourd'hui à faire l'histoire de France. Donc ça, déjà, ça me fait mal. Il y a une deuxième chose qui me fait mal, c'est que tu parles des valeurs. Tu as beaucoup parlé des valeurs et du fait qu'effectivement, et on peut les comprendre, que tu t'as évoqué, tu sais, le fait que c'était un monde sans valeurs au moment des croisades. Perçu par les gens du Moyen-Orient. Perçu. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut retrouver le chemin des valeurs. Mais je pense qu'effectivement, dans notre enseignement, on n'est pas sur le chemin des valeurs. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un obscurantisme qui arrive parce qu'on essaye de remettre ça en plan. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que justement sur l'école, mais je crois que c'est peut-être pas le sujet, mais je pense qu'on a quelque chose à faire avec l'école et l'enseignement et les valeurs. Absolument. En tout cas, il y a deux choses il y a deux autres choses qui m'ont un peu fait écho. Je comprends pourquoi aujourd'hui la religion est aussi importante. Je pense que c'est important. On a beau dire, il y a des tas de gens qui disent la religion. Moi, je pense elle apporte des valeurs, et je peux d'autant plus le dire que je ne suis absolument pas... je suis même athée, donc vous voyez, je peux le dire encore plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, parce que sinon, on n'a pas ce regard, et puis il y a les valeurs, plus la politique. Parce que la politique, tout compte fait, tout ce que tu dis, il y a des gens qui l'ont dit dans leur discours politique, mais c'était des politiciens, c'était des militants, donc on n'entendait pas la parole des militants. Toi, la force que tu as, Claire, c'est cette capacité, c'est ça, c'est la capacité à faire du lien entre le social, le politique, la philosophie, le religieux. Tu arrives à transcender tout ça. Et donc, je trouve que c'est assez extraordinaire.